fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les ai volés dans des criques à faire le con romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, pensez pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de partie de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas. Chanson, chanson, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence, plus de violon d'amour symphonique. C'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu.
Et messieurs, dames, bonjour à tous. Les amis, ça y est, 16h45 pétante. J'espère que vous allez bien. Il est l'heure du Juste Bistrot. Les copains, nouvelle semaine, nouveau Juste Bistrot. Que du plaisir aujourd'hui. Une émission placée sous le signe, évidemment, du direct à l'Assemblée nationale que nous allons regarder. Ah, je rigole, j'en ai absolument rien à foutre. Je vais vous le dire tout de suite, on va pas être dans le commentaire de ce qui est en train de se passer. Voilà, la première émission d'actualité où on ne parle pas de l'actualité en direct. Je n'en ai absolument rien à foutre de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui les amis, on va parler d'actualité évidemment, mais sur d'autres sujets pour ce qui est du vote de confiance. Vous le savez, je suis pas un adepte du commentaire en direct live, donc on va parler de plein d'autres choses, mais pas de ça. Voilà, soyez au courant les amis, je vois pas vraiment l'intérêt à vrai dire de faire du commentaire, donc on va parler d'autres choses les copains, je vous le dis tout de suite pour ceux qui voulaient commenter du vent, non, se frapper François Bayrou en discours pendant 10 minutes c'est pas possible, donc voilà les amis. C'est vrai qu'il y a Caca Macron, LFI Caca, donc ça c'est un beau pseudo, qui dit il y a 50 streams là-dessus. C'est vrai que j'ai vu passer là sur ma page d'accueil Twitch, il y a Jean Massier, Samuel Etienne, tout le monde est chaud sur là, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors j'avoue que c'est de l'info en direct. Donc là j'avoue, étant un fervent critique de BFM TV et CNews, on va pas faire pareil. On va pas faire du commentaire de ce qui est en train de se jouer, c'est intéressant a posteriori. Sinon voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler entrecôte, top 14, Frexit, Conspiracy Watch et Patrick Cohen. Alors c'est vrai que Patrick Cohen, l'entrecôte, tu dis ah tiens, non, c'est pas pareil. Donc il y a plein de choses, il y a plein d'autres choses les copains aujourd'hui, mais surtout, voilà, très content de vous retrouver les copains. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, un bon week-end. Dites-moi un peu ce que vous avez fait de sympatoche ce week-end, ce qui vous a régalé. Voilà, on commence avec des belles nouvelles, vous savez, j'aime bien faire ça dans les émissions les copains. Dites-moi un petit peu dans le chat ce qui vous a fait plaisir ce week-end. Je prends des petits messages dans le chat, évidemment, les amis. Après, moi, je vous raconterai un week-end de folie, de décadence. On a la Girafe 84 qui dit « Pitié, j'en viens, c'était horrible ». Bayard 92, Bayrou a fait 40 minutes de discours, une vraie purge. Bah oui, mais les amis, c'est ce que je vous dis. Putain, arrêtez de regarder ça en direct. Pourquoi vous faites ça ? On passe nos journées à dire « Ouais, Bayrou, il est chiant, on s'ennuie ». Il y a des gens qui regardent les discours. Après, faut pas s'étonner qu'on devient taré. Hein. En vérité, c'est pour ça. Non, attendons un petit peu. 40 minutes de Bayrou. Non, c'est l'intégrale des albums de Vianney, c'est trop, c'est beaucoup trop. Merci à Gabrinet21 pour le sub 8e mois, merci beaucoup. Qui dit Gabrinet21, moi 2e fracture, je suis le Pierre Richard de Twitch, même endroit mais pas la même chute, le doc rigolait ce matin en consultation, merde, j'espère que ça va aller, courage, bon courage. J'ai Célix Alba qui dit j'ai fêté mon anniversaire, et ben voilà, bon anniversaire. En retard, ça fait plaisir. Marcel The Rock, le match de dingo hier soir, il y aura un peu de rugby, j'y viens, on s'est régalé. Hein. Clermont-Toulouse, on s'est régalé. Coit62, salut Rémi, salut tout le monde. Ce week-end, c'était nettoyage dans le jardin, désherbé, etc. Voilà, un petit peu de boulot, ça fait du bien. Isatis 40, petit week-end, bord de mer, bateau, apéro, Irish Coffee. Mais voilà, vous voyez qu'il y a des belles nouvelles, ça régale. Lux Talua 88, faire du vélo avec mon petit cycliste préféré qui roule super bien. 5 ans, et voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Marie Ronceret, je n'ai pas consulté les news de tout le week-end et je suis allé à la fête du village, c'était très bien. Et ben voilà, ça fait plaisir. Les amis, ça fait plaisir. Antoine Job, semaine anniversaire d'Eglingue en Normandie et After en Allemagne. Putain, tu nous refais un remake de 39-45 toi ? Il y a eu de la paupiette et du schnitzel. C'est bon le schnitzel, attention. Hein. Escalope de veau écrasée au marteau, finement pané. Alors les Italiens nous ont cassé les couilles une fois de plus à appeler ça escalope milanaise. Un jour, faudra en parler. Les Italiens sont des brigands de la gastronomie. Vous savez, un petit peu comme les ratons laveurs. Vous savez, les ratons laveurs sont connus pour voler des choses. Je pense que les Italiens sont les ratons laveurs de la gastronomie européenne. L'escalope milanaise, c'est rien d'autre qu'un schnitzel en vérité. Voilà. Et là, je lance un vrai débat. En sachant absolument pas qui a été inventé le premier. Voilà, c'est ce que j'ose dans ce débat, c'est que je sais pas du tout de quoi je parle, mais en tout cas, ça se ressemble beaucoup. Et les Italiens ont chippé pas mal de trucs. Les pâtes, c'est nos amis chinois. Hein, c'est pas Luigi et ses copains. Donc déjà, les pâtes, c'est pas italien. Bon, la pizza, d'accord. En même temps, du pain, de la sauce tomate, faut pas un prix Nobel de la paix pour l'inventer, celle-là. Ensuite,
On a l'escalope milanaise, à mon avis, elle n'est pas milanaise. Et puis, bon, il y a quoi sinon bon, non, il y a plein d'autres trucs quand même qui sont vraiment italiens. C'est pour chatouiller. J'aime pas les restaurants italiens. C'est la pire escroquerie du monde pour moi, à part en Italie. Mais on a déjà eu ce débat, on en reparlera un autre jour. Merci à J'en peux plus pour le subprime 32e mois. Il y a FCW0751 qui dit italienne, je ne suis pas raton laveur. Non, c'est vrai que la comparaison est osée. Non, mais je déconne, t'as compris l'idée. Jopos 7, alors qui donne des infos. Tu vois, voilà, les lumières s'éteignent. Ça, à mon avis, c'est le lobby des Italiens. Hein, comme au foot, ils vont nous dire j'ai rien fait, on connaît, ça simule. Jopos 7 qui dit les Allemands, c'est avec du porc, les Italiens avec du veau. Ça, je suis pas sûr. Parce que non, en Autriche, j'en ai mangé une collection des schnitzel en Autriche et les meilleurs, c'est avec du veau. Donc, attention quand même. Voilà. Voilà, Wiener Schnitzel, nous dit Fred Monin, c'est autrichien, très exactement. Voilà. Marcel Zoro qui dit la pizza, c'est une fougasse. Alors là, on va encore plus loin dans la provocation, et là, ça me plaît. Marcel Zorok, c'est un punk, en vérité. Baldacat qui dit, bah moi, j'étais à la fête à Julien Pain, Jujubred, pour les 1 an de sa chaîne. Putain, j'ai pas reçu le carnet d'invitation, je suis un peu dégoûté. J'espère venir la prochaine année. Voilà, pour le harceler, parce que c'est le dernier reproche en date. Et là, Girafe 84 qui dit Schnitzel, c'est du porc en Allemagne. Je sens que voilà, on commence sur les chapeaux de roue. Hein. Je crois qu'on est sur des vrais débats. En sachant que ce week-end, qu'est-ce qu'il a fait le Rémi? Il est parti sur un projet entrecôte. Et là, j'en appelle aux spécialistes de la viande. Donc là, je rigole plus trop. Les amis. J'ai eu un souci avec mon entrecôte. Alors, je vous raconte. Après, on parlera actualité. Mais je vous l'ai dit, c'est mon émission. J'ai pas envie de commenter les conneries de François Bayrou. Voilà. Et déjà, François Bayrou qui fait voter la confiance, c'est Bernard Madoff qui te dit de te confier tes APL. Donc, non. On va pas parler de ça. Le vrai sujet pour moi, c'est l'entrecôte. J'ai acheté 2 entrecôtes ce week-end. Samedi soir, il y avait un projet entrecôte, voilà, avec ma milieu. Bon, bref, c'est pas le sujet. Elles étaient relativement fines. Hein. Je pense qu'on était sur moins d'1 centimètre d'épaisseur. Et l'erreur que j'ai faite, j'ai pas réussi à le faire croûter suffisamment, comme on dit. Tu sais, j'ai pas mis assez de poêle, assez de sel, assez de poivre avant de le mettre dans la poêle. Et là, c'est pas bon. Donnez-moi un peu les cuistots, là, les cuistots du groupe. Dites-moi un petit peu, évidemment, vos conseils hein, pour bien faire croûter une entrecôte. C'est ça l'actualité, comme on l'aime. Hein, c'est ça. D'ailleurs, on va faire intervenir peut-être l'un de mes cuisiniers préférés. J'ai nommé Fabien Roussel, leader communiste, qui nous donne sa recette du pain perdu. Alors, Fabien Roussel qui fait un pain perdu, il y a quand même une symbolique. Hein. Vraiment, c'est un petit peu, tu vois, je sais pas, Cahuzac qui te cuisinerait un vol au vent. Tu sais, un politique, un plat. On pourrait jouer à ça. Marlène Schiappa, la dinde farcie. Tu vois, chacun peut jouer à ça. Bon, bah, Fabien Roussel nous fait du pain perdu. On l'écoute avant de prendre vos conseils entrecôte, évidemment. En camping, c'est du pain perdu avec le reste de pain, du lait, des œufs, et de la vergeoise, ce sucre roux issu de nos betteraves sucrières, notamment dans les Hauts-de-France, avec ses sucreries. Et c'est bien pour ça qu'il faut aider et soutenir nos éleveurs de betteraves. Voilà, bon, c'est chiant. Bilan, c'est chiant, malheureusement. On l'embrasse Fabien Roussel, évidemment. Hein, camarade, debout, prolétaires de tous les pays, unissez-vous pour aller regarder les recettes de Fabien Roussel. Alors, voilà, là j'ai les spécialistes de la viande qui déboulent. Là on part sur quelque chose de sérieux. Bouddha Grincheux qui me dit une entrecôte fine c'est comme une femme sans sein, cela ne sert à rien. Voilà. Un petit peu de lourdeur dans cette émission. Ça ne fait jamais de pain. Ça ne mange jamais de pain. Just Stormtrooper, moins 1 centimètre en épaisseur, pas trop assez. J'en ai parlé avec des dames, ils ont confirmé. Voilà, donc que de la lourdeur dans cette émission. Philanthrope qui nous dit mais tu nous avais donné ton avis sur la poutine. Ah non, ça c'est vrai que j'en ai pas reparlé. Ça c'est vrai que je vais en reparler. Qu'une d'une 73, mais tu prends pas 2 petites tranches, tu prends une entrecôte double et comme ça, tu peux laisser suffisamment longtemps sur chaque face en restant saignant. Pour croûter, tu ajoutes du beurre en fin de cuisson, je suis d'accord. Mais en fait, j'ai pris peur et j'avais donc poêle brûlante avec un petit peu d'huile neutre. J'ai mis mon entrecôte.
Je l'ai saisi d'un côté, unilatéral, et je suis passé à feu moyen sur une autre plaque pour mettre mon beurre, thym, ail, et là j'ai arrosé, tu vois, pour éviter que ça cuise trop des deux côtés. Et en fait, bilan moyen plus, on va dire, moyen plus. Donc j'ai l'entrecôte déçu aujourd'hui, je vais pas vous mentir. J'ai l'entrecôte tristoun, mais c'était bien, voilà, c'est sympa de manger de la viande rouge, on va pas se mentir non plus. Dites-moi un petit peu dans le week-end, ça c'est le sujet numéro 1. Qui a mangé des choses sympatoches, hein. Des choses sympatoches évidemment. J'oppose 7 qui dit prendre une poêle en inox, faire bien chauffer et poser la viande sans matière grasse. Beurre, c'est après pour nourrir. Ah, moi j'ai lu une recette qui avait un peu d'huile. Peut-être c'est là que j'ai fait une erreur, c'est possible aussi, hein. Mais ouais, voilà, avec une dune 73 qui me rassure, ça fait plaisir. Tu partais avec une entrecôte fine. Tu n'avais aucune chance. Voilà, ça c'est beau ce que tu me dis. La Dumbledore de la viande de boucherie, ça me fait plaisir. Merci qu'une dune 73 de me rassurer. Clem Drop qui dit salut Rémi, salut à tous. Sympa ton périple visiblement au Canada. Ça cause bouffe, je suis bien au bon endroit. De la gîte chez nous. Qu'est-ce que c'est de la gîte? De la gîte chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire, Clem Drop? Tu t'expliques immédiatement. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux nous exprimer. Absolument aucune idée. Jojo l'asticot-sauteur. Une bûche glacée de Noël, les restes de la boîte où bosse ma femme. Ça, c'est sympa. Just Stormtrooper, j'ai fait des brochettes à l'augroise, comme on fait dans la famille avec... Attends, j'ai parlé de bouffe, il y a plein de gens qui interviennent. Et après, on dit que c'est moi. Attention. Attends, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il est où? Juste Stormtrooper. Ah oui, à la hongroise, je suppose. Comme on fait dans la famille avec madame et des amis, paprika, cumin, trop bon. Ça doit être très bon. Ça doit être très très bon. The Gouge, côte de bœuf au barbecue frites avec pommes de terre du jardin. Oh là là. Nono 0750. Samedi soir, un poulpe grillé à la plancha avec un risotto à Saint-Cyr-sur-Mer. Alors toi, je vais te bannir évidemment du Twitch parce que j'adore le poulpe. Donc cuisiner un poulpe sans m'inviter, il y a quelque chose de l'ordre de l'illégalité, hein. Attention quand même, hein. C'est peut-être la dernière fois que je te le rappelle. Merci à Seika pour le sub 26e mois. Merci les amis. Ah ouais, vous me donnez l'eau à la bouche. Vivi Lulu 68, un bon bœuf bourguignon avec une petite tarte aux pommes avec du kirsch dans le flanc bien sûr. Oh, ah ça a l'air bon. Oh là là, Clem Drop, une super pièce de bœuf délicieux à la plancha. Ah, Zimo, salut Rémi, Welsh frites pour moi avec la petite triple carmélite qui va bien. Non mais tout le monde se régale. Ça fait plaisir. Ah ouais, ça me régale. Ça voilà, c'est bien. Il faut savourer ces petits plaisirs. Vous le savez les amis, moi j'aime bien vous parler de ça. C'est l'esprit juste mis. On a le temps de parler d'actu. On aura le temps de se faire chier, vous inquiétez pas. Donc on parle des petits plaisirs. Lux Talua 88, 2 kilos d'aligot à la maison, ça va partir en soirée aligot saucisse. N'hésite pas à inviter. N'hésite pas à inviter. D'ailleurs, tu peux inviter notre ami, regardez, ce véritable loupard qui vient de poser une photo sur Twitter, c'est Thomas Guénolé. Voilà, il est parti là dans la flottille de Gaza, il nous a mis son bandana de loupard et ça fait plaisir. Voilà, hein, dites-vous que on est tranquille. Docteur Thomas Guénolé, l'ami. Hein, voilà, docteur, urologue, connerie. Thomas Guénolé, on l'embrasse évidemment. Alors, j'ai mon Gaëtan Seguin 38, il n'a pas le temps. Je l'ai vu dans le chat, il n'a pas le temps. Il a dit « Je trouve que De Villiers n'a pas été assez explicite. Il aurait dû prononcer l'expression Union Européenne dans sa phrase. » Voilà, mon Gaëtan Seguin 38, il n'est pas venu là pour entendre parler de nos histoires de bouffe et compagnie. Faut aller vers l'actualité. Faut aller vers l'actu. Il n'a pas le temps, il a raison. Il nous a recadré. Il nous a recadré un petit peu. Alors, Phil, entre autres, qui nous dit « J'attendais la chute de Bayrou. Merci d'avoir lancé ton live. » Alors, je le redis, les amis, hein, ça va être le thème de la soirée. Je vais vous parler de tout, sauf de ce qui se passe en direct à l'Assemblée nationale. Hein. On passe pas nos journées à défoncer les chaînes d'infos en direct pour faire pareil. Hein, les commentaires des événements en direct, à part les matchs de foot, ça n'a aucun intérêt. L'issue, on la connaît pas, on peut pas être devin, alors on peut la deviner. Mais une fois que, le vote de confiance n'est pas voté. Ah bah super, Bayrou doit remettre sa démission. Bah rendez-vous demain ou après-demain parce qu'on sait pas si Macron va l'accepter. Donc si vous voulez, non, j'ai pas envie de faire de l'audience à la con avec des trucs qui m'ennuient à faire. Je vais pas vous mentir, ça m'ennuie. Donc on va parler, avant d'aller dans l'actualité, c'est... non, je le garde pour un petit peu après, top 14. On va aller un peu dans l'actualité quand même. Ah oui, bah attends, d'abord on se met un coup de pelouse, regarde. Oh là là, c'est bon quand même cette merde. Le maté, ouais, le maté. Non, c'est bon. Il n'y a pas à chier. Prochaine étape, le bandana à la Thomas Guénolé. Et là, je serai un vrai gauchiste. Là, j'aurais gagné. Les amis, dans l'actualité. Dans l'actualité, on a pas mal de petites choses. Et on va attaquer avec Philippe De Villiers sur CNews, qui nous a offert une séquence
intéressante, intrigante, un peu tout. Et je voulais vous en parler, les copains, revenir un petit peu là-dessus parce que je trouve que Philippe de Villiers a vraiment un courage très intéressant là-dessus sur CNews. Donc bravo à CNews d'avoir laissé le micro ouvert à Philippe de Villiers et ça ouvre la porte à pas mal de réflexions. Regardez, c'était il y a 2 jours, si je dis pas de conneries, le 6 septembre. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis ce soir, il faut partir. Il faut quitter cette broyeuse, retrouver notre souveraineté. Sinon, on ne pourra résoudre aucun de nos problèmes. Je le dis avec gravité, mais avec certitude, avec toute ma conviction. Peut-être que je suis un peu en avance de quelques années ou de quelques mois, comme d'habitude. Mais je m'en voudrais de ne pas vous l'avoir dit. Pendant toutes les vacances, chaque matin, chaque soir, je me suis dit, il faut que j'ose leur dire. Il faut partir. Voilà, donc on a une déclaration qui est très intéressante, d'un Philippe de Villiers qui lui-même reconnaît qu'il a mûrement réfléchi sa déclaration, qu'il n'a peut-être pas osé le dire en amont, et il profite de l'antenne de CNews pour dire ça. Donc j'insiste les amis, parce que je critique beaucoup CNews, vous le savez, à plein de raisons, mais la ligne juste milieu, c'est aussi, quand il y a des trucs positifs, c'est de le dire. Là en l'occurrence, sur CNews, en direct, on a quelqu'un qui évoque très clairement le Frexit. Donc on va dire que l'abcès est crevé, si j'ose dire, ça fait du bien d'un Philippe de Villiers qui assume cette déclaration, qui assume les potentielles conséquences. Et d'ailleurs, pour vous dire, Philippe de Villiers est allé jusqu'à maintenir ses propos dans le journal du dimanche. Il en a fait la une. Je suis en train de... je suis sur le journal, je vais vous retrouver la déclaration. Pim pam poum pam poum. C'était où? Attendez, bougez pas, ça c'est l'interview. Gna 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 gna. Attends, je sais plus, j'ai pas noté la page parce que je suis con, naturellement. Attends, il y a quelque chose là-dessus. Attends, est-ce que c'est l'endroit où il en parle le plus? Ta, 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 ta. Ouais, je vais vous lire une réponse, les amis, qui est assez claire là-dessus. Je vais vous la lire, c'est là où Philippe de Villiers appuie, on va dire, son argument. À la question, le 18 août, Donald Trump a réuni les dirigeants européens à Washington. Que dit, selon vous, cette scène de l'Amérique et de l'Europe? Philippe de Villiers répond... C'est le passage que j'ai trouvé le plus intéressant dans le journal du dimanche. Il dit « Ce sont des images qui marquent un tournant, une séance de télé-réalité diplomatique dans le bureau ovale, avec tous les tyrannicus, c'est écrit comme ça, européens, assis en rang d'oignon, quémandant un sourire ou un clin d'œil du maître du monde. Quelques jours plus tôt, Trump avait déjà dicté sa loi sur un parcours de golf. Et quelle loi? La soumission. Soumission de l'Europe sur les droits de douane, obligation d'acheter une énergie 3 fois plus chère que celle de la Russie, soumission enfin à une sorte de service de la gabelle, avec l'exigence d'investir des milliards que l'Europe n'a pas pour servir les intérêts de l'Amérique. Là aussi, la leçon est claire, nous sommes sous curatelle américaine. Le 18 août, l'Europe est sortie de l'histoire, la souveraineté européenne chère à Macron est morte. On retiendra cette image grotesque en salle d'attente de l'impératrice de la norme von der Leyen, suivie par le toutou du Touquet. Nous avons transféré notre souveraineté nationale à Bruxelles et Bruxelles a déposé la sienne au pied de l'oncle Sam. La France vit sous une triple vassalité européenne, allemande, américaine. Voilà la vérité de cet été brûlant. C'est ce qu'on appelle le réchauffement diplomatique. Donc, cette réponse vraiment de Philippe de Villiers, les amis, vous connaissez mon rapport au souverainisme, on est clair là-dessus. J'ai trouvé cette réponse très intéressante parce qu'elle a le mérite de mettre le sujet sur la table. Voilà, on y est. Philippe de Villiers, dont on connaissait déjà les penchants souverainistes, assume officiellement dans 2 médias de la galaxie Bolloré, CNews et le journal du dimanche. À défaut d'être invité ailleurs, il faut aussi le reconnaître, Philippe de Villiers assume clairement cette position. Et je trouve que c'est chouette à 2 titres. La première raison, c'est que Philippe de Villiers met le sujet sur la table. Comme dit, ça y est, on ne peut pas le contourner. Mais y compris du côté de la droite reconquête RN, de l'extrême droite reconquête RN, si tu veux. Même eux ne peuvent plus garder le silence sur ces sujets-là. Philippe de Villiers en parle. Médiatiquement, c'est officiel. Donc, si d'ailleurs c'est un sujet qui est toujours aussi radioactif qu'avant, il va être intéressant de voir si de Villiers est toujours invité dans les médias Bolloré.
Ça, c'est la première chose que j'attends qui risque d'être intéressante, c'est peut-être petit à petit moins voir le visage de Villiers dans les médias Bolloré. Ce qui voudrait dire que vraiment, le sujet est devenu radioactif. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et que je trouve très intéressante sur l'échiquier politique, c'est la suite avec Reconquête. Parce que De Villiers s'est quand même pas mal rapproché de Reconquête ces derniers temps. Encore cet été, on a vu le couple Knafo-Zemmour qui était en vacances du côté du Puy du Fou. Enfin, en tout cas, en séjour, je ne sais pas s'ils étaient en vacances, en séjour du côté du Puy du Fou. On a vu une photo des 3 bonhommes. Pas mal de gens évoquent la possibilité d'un raccrochage officiel De Villiers-Reconquête. Et là, ce serait très intéressant. Ce serait très intéressant si Reconquête assume officiellement la notion de Frexit comme le fait De Villiers. Et ça met Reconquête dans une situation vraiment difficile. Une situation vraiment difficile parce que Sarah Knafo, dont on connaît la position plutôt timide, qui est de dire on va changer l'UE de l'intérieur, hein, c'est un petit peu comme un chirurgien esthétique qui aurait l'ambition de te refaire la rate, ça n'existe pas trop. Sarah Knafo qui a cette ambition-là, ce qui est intéressant, c'est que si un De Villiers intègre Reconquête et maintient cette ligne, soit Sarah Knafo suit, et dans ce cas-là, Reconquête devient officiellement souverainiste, mais un vrai souverainisme, soit De Villiers ne rejoint pas Reconquête parce que Knafo n'a pas le courage, pour ne pas dire autre chose, d'assumer sa ligne souverainiste. Mais ce qui est très intéressant dans ce que fait De Villiers, c'est que ça oblige tout le monde à clarifier sa ligne. Aussi bien les médias de la galaxie Bolloré que Reconquête. Donc je trouve cette déclaration intéressante à double titre parce qu'elle met le sujet sur la table et elle va forcer le petit monde autour de Bolloré, elle va forcer ce petit monde-là à s'assumer. Officiellement et je trouve ça très intéressant les amis, très intéressant. Alors je vois dans le chat, il y a Brezot64BZH qui dit par exemple Reconquête non, plutôt Philippot. Alors effectivement on va dire que De Villiers tangue encore un petit peu entre les deux. Après c'est sa grande force, hein. De Villiers a toujours navigué dans plusieurs eaux, il n'a jamais eu vraiment de camp trop marqué, donc peut-être choisira-t-il Philippot, c'est possible aussi, hein, attention. Ou peut-être ira-t-il tout seul, ça c'est aussi une possibilité. Hein. Nicole Pangolin, moi qui regarde régulièrement CNews, je trouve qu'ils ont pris un virage ouvertement anti-UE depuis cet été, et la parole de Villiers m'a régalé. Bah, tu me corrigeras mon Nicole Pangolin ou pas, je suis d'accord avec toi. Maintenant, jusqu'à présent, c'était sur CNews, on retrouvait la critique de l'UE qui est celle de Sarah Knafo, quoi. C'est-à-dire, on va changer les trucs de l'intérieur. Je trouve que De Villiers a passé la 5e, quoi, hein, par rapport à leur discours habituel. Et Tata Yoyo36, pas très optimiste, nous dit elle nous fera du Le Pen retourner sa veste. Alors, je miserais aussi là-dessus. Hein. Honnêtement, je vois pas trop Sarah Knafo assumer sa position anti-Union européenne, mais après tout, pourquoi pas. Et Bayard92 qui dit pour réussir, il doit faire la synthèse des partis souverainistes. Pourquoi pas? Pourquoi pas aussi. Baldacat qui dit Philippot, faut lui reconnaître ça, il dénonce tous les coups tordus depuis 2020. Bien d'accord avec ça, les amis. Anarchy08 qui dit mais est-ce que le sujet de la sortie de l'UE est mentionné dans d'autres médias? À ma connaissance, non. Très peu. S'il est, par exemple, du côté Libération, Brut et compagnie, c'est pour mieux expliquer que c'est du complotisme. D'ailleurs, dans quelques minutes, vous allez voir, je vous montrerai une petite séquence gourmandise, où vous allez comprendre comment est perçu le souverainisme. Attends, on va le faire tout de suite, tiens, ça va me faire... Hein. La transition est toute trouvée, les amis, pour vous donner un ordre d'idée de comment la question souverainiste est présentée dans d'autres médias. Ça fait la transition parfaite. Je voulais vous montrer cette séquence de Conspiracy Watch. Ah bah oui, hein. Quand on aime le sucré, on va à la pâtisserie, on va pas chez son garagiste, et j'aime bien regarder les vidéos de Conspiracy Watch. Voilà, c'est mon plaisir. Certains optent pour la pornographie, moi j'opte pour Conspiracy Watch. C'est comme la pornographie intellectuelle, et t'as même pas besoin de te branler, vraiment, ils font tous les efforts pour toi. C'est d'une simplicité abyssale. Donc vraiment, vous allez voir, Conspiracy Watch nous parle du 10 septembre. Est-ce que le 10 septembre serait un coup du gouvernement? Tu vas voir, il t'explique tout. Donc là, évidemment, là, vous êtes invité en première classe pour la vérité. Voilà, hein, c'est Conspiracy Watch Airlines. Alors, le billet coûte très cher. Très cher. D'ailleurs, on te prend de l'argent, tu n'es même pas au courant. Voilà, donc tu sais pas. Mais là, c'est la vérité. Là, par contre, il n'y a pas d'escale. Tu arrives dans le vrai, le beau, le rudi. Donc, l'érudit même. L'érudit, si j'ose dire, ce petit jeu de mots. Merci à Status13 pour le sub 20e mois. On y va sur la vidéo que je voulais vous montrer. Conspiracy Watch parle du 10 septembre.
10 septembre est organisé par l'Élysée. Est-ce que c'est téléguidé par l'Élysée? Est-ce que le gouvernement va envoyer les Black Blocs pour pourrir le truc? Il faut arrêter de tomber dans la première manipulation venue. Il faut garder l'esprit rationnel. Rationnel. Sur les réseaux sociaux, plusieurs figures conspi se retournent contre le mouvement du 10 septembre. Aussi appelé Bloquons tout, ce mouvement de contestation aux accents populistes appelle à bloquer le pays contre les élites. Ce qui a plutôt de quoi plaire à la complosphère. Seulement voilà, le mouvement a évolué. Popularisé durant l'été, Bloquons tout est né du compte Telegram Les Essentiels, un canal populiste, complotiste et souverainiste, donc plutôt proche de la droite nationaliste et identitaire. Mais entre-temps, la gauche, notamment radicale, a repris le dessus sur cette mobilisation en lui donnant des accents beaucoup plus progressistes. Et sur les réseaux sociaux, certains influenceurs complotistes jugent ce basculement suspect. Et si le scénario du 10 septembre était en fait ficelé par l'Élysée? Et si Jean-Luc Mélenchon était en réalité la marionnette d'Emmanuel Macron? Parce que, mais oui, bien sûr, moi. D'un mouvement anti-système et anti-Macron, Bloquons tout est maintenant soupçonné d'être un coup monté du gouvernement. Le gouvernement. Cette logique, c'est ce que dans la complosphère, on appelle l'opposition contrôlée. Un moyen d'incriminer les complotistes concurrents en les accusant de rouler pour le système. En gros, c'est un peu qui de nous deux est le plus complotiste. Et ce discours, c'est un peu la conséquence des failles de cette mobilisation. Et oui, Bloquons tout reste quand même un mouvement assez confus qui, pour rassembler le plus de gens possible, continue de se dire apartisan, apolitique. Et si ces militants s'organisent, on ne lui connaît encore aucun leader désigné, ni même aucun projet politique précis, si ce n'est peut-être le ras-le-bol. La journée du 17... Ah bah tu vois, si tu te posais la question de savoir, dans le monde de la vérité, j'ai nommé Conspiracy Watch, où se range le souverainisme, ah bah tu vois, c'est facile. Hein. Sincèrement, si t'as 3 neurones qui traînent dans ton cerveau, mais tu sais, ceux qui fument des clopes en bas de la tour, tu vois, vraiment pas les plus énervés de la boîte crânienne. Hein. Tu prends ces 3 neurones, tu les mets devant Conspiracy Watch, t'as vu? En fait, le souverainisme, c'est l'extrême droite patriote. Le souverainisme de gauche... Bubule. Ça, non. Non, souverainisme, c'est l'extrême droite. Voilà. Donc Georges Kuzmanovic appréciera. On l'embrasse, évidemment, on le salue, monsieur Kuzmanovic, et d'autres. Le souverainisme, voilà, c'est l'extrême droite, mécaniquement. D'ailleurs, la corde à sauter, c'est l'extrême droite, corde à sauter. On embrasse Moussier Tombola, évidemment, parce que j'ai quelques références musicales. En fait, quand vous savez pas, vous dites extrême droite. Voilà. Ceux qui ont vu le spectacle Zinzin, il y a une sorte de private joke, blague privée. Donc non, c'est bluffant. J'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit, il faut que j'en parle aux copains, parce qu'effectivement, le Conspiracy Watch te classifie le souverainisme, mais vraiment à une vitesse désarçonnante. Après, bon, alors pour le reste de la vidéo, évidemment... comme disait Albert Londres, grand journaliste, grand reporter Albert Londres, hein. Début du XXe siècle, il disait ce genre de documentaire. Il disait comme ça, parce qu'il avait la voix grave, Albert. Il disait ce genre de documentaire, c'est de la merde. Ouais. Je crois qu'il a dit ça un jour, il me semble qu'il a dit ça, parce qu'il était énervé, Albert. Et c'est vrai que Conspiracy Watch, comme disait Albert Londres, c'est de la merde. Ouais. Parce qu'en fait, ils prétendent répondre à une question en criminalisant une opinion, hein, c'est-à-dire le souverainisme, c'est l'extrême droite, et ils te disent pas le reste. C'est-à-dire que la question, c'est bloquons tout, est-ce que c'est piloté par le gouvernement? Dans la mesure où personne n'en sait rien, eux non plus. Mais ça, ils peuvent pas te le dire. Donc ils te disent non, c'est pas piloté par le gouvernement. Et si, par malheur, tu as la chance de poser la question au fact-checker, de lui dire, mais comment vous savez? Il sait pas. Enfin, il sait pas plus que toi, en fait. Voilà. Hein, c'est tout aussi con de dire, ouais, en fait, on est sûr et certain que c'est piloté par le gouvernement. T'as des faisceaux de preuves, t'as des indices, t'as des trucs comme ça, mais tu peux pas l'affirmer. Tout comme le fact-checker ne peut pas affirmer que ça l'est pas. C'est toujours
La même chose, hein, finalement. C'est toute la notion de juste milieu. Ça, c'est le nom de la chaîne. Hein. Ça a été bien trouvé. Ça a été bien trouvé. Alors, à ce détail près, voilà, je suis un petit peu déçu quand même, c'est qu'on n'a pas eu le droit dans la vidéo à... mouvement du 10 septembre a été piloté directement par Vladimir Poutine, qui a envoyé des colissimos avec des bombes de tag à quelques personnes dans le Périgord. Ça m'emmerde. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que je trouve qu'ils n'ont pas assez décrédibilisé le mouvement encore. Non, je pense même que en fait c'est Bachar el-Assad qui, à mon avis, veut mettre le nez dans Bloquons tout, parce que si vous regardez la date du 10 septembre, voilà, alors je vais vous faire un exercice de fact-checking en direct, hein. C'est simple comme bonjour. Regardez, vous tapez Bachar el-Assad sur Google, voilà, vous allez trouver la page Wikipédia de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, il est né le... regarde, il est né quand? Voilà, personne ne se pose la question. Il est né le 11 septembre. Comme par hasard. Le 11 septembre, Bachar el-Assad. T'enlèves un jour, ça fait quoi? Ça fait 10 septembre. Donc en fait, le 10 septembre, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un clin d'œil appuyé à la naissance de Bachar el-Assad. Et en fait, tous les gens qui vont manifester le 10 septembre sont des amateurs, des aficionados, comme on dit, de Bachar el-Assad. J'ai aucune preuve de ce que je dis. J'en ai absolument aucune. Mais après tout, ça tient la route. Moi, je veux dire, tu me mets une cravate, tu me mets sur un plateau de LCI, ça tient la route. Hein. Bah oui. Bah pourquoi pas? Là, il y avait bien des cheminées qui étaient confondues avec des missiles. Donc ça marche avec tout. Hein. Moi, le fact-checking, c'est facile, hein, en vérité. Comme je vous l'ai dit, hein, le fact-checking, c'est comme la masturbation, c'est le rapport sexuel des feignants, quoi. Je veux dire, fact-checking, tu t'emmerdes pas, tu prends n'importe quelle actu, tu tapes Poutine et c'est gagné. Hein. Avec quoi on peut le faire, avec quoi on peut s'amuser, tu vois, à fact-checker ce qui se passe en ce moment. Tu vois, Florent Philippot, voilà, Florent Philippot. T'as François Asselineau. Pourquoi François Asselineau? C'est une menace pro-russe. Pourquoi il est piloté directement depuis Leningrad? Parce que tu vas sur la fiche Wikipédia de François Asselineau, il est né où? À Paris. Ah, le 14 septembre. Pro-Poutine. Voilà, c'est tout. Non, mais pourquoi? En fait, il n'y a même pas besoin de raisonnement. C'est ça la magie. C'est ça la magie. Abracadabra, complotiste. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, moi c'est une démonstration que je vous fais, alors qui est peut-être moins académique. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas sur la chaîne de Julien Pain. Après, c'est un exercice. Il faut une souplesse intellectuelle hein. Pour qualifier quelqu'un d'extrême droite sans connaître son travail. Voilà, il faut oser. Mais pourquoi pas? Hein. Pourquoi pas hein. C'est vrai que faut s'habituer. Faut s'habituer. Les amis, donc je voulais vous montrer cette petite vidéo de Conspiracy Watch, parce que c'est de la gourmandise. En attendant le 10 septembre, hein, c'est dans 2 jours. Hein, ça y est, on y arrive. Alors, je vais prendre la température, les amis, parce que c'est blague à part, hein, au-delà de ces pompes à vélo de Conspiracy Watch, c'est un vrai débat. Hein, le succès du 10 septembre, c'est un vrai débat. Je vais faire un sondage dans le Twitch, les copains, maintenant que j'ai une maîtrise de l'informatique. Bon... Voilà, hein, voilà, hein, c'est pas rien, je pense qu'on peut le dire. Je vais créer un sondage qui va s'intituler, vous allez voir, 10 septembre, succès ou flop. Attends, non, ça va être succès, flop ou moyennasse. Moyennasse, ça veut dire c'est pas foufou. Vous allez devoir voter, voilà. C'est-à-dire en termes d'affluence, en termes de population présente. Je mets le sondage, les amis, à voter dans la démocratie du milieu. Je mets le sondage dans le chat. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, les copains. Succès, flop ou moyennasse. Je suis curieux de savoir, parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu tous les sons de cloche là-dessus. Et moi, bon bah voilà, je suis pas devin. Je veux dire... J'ai regardé dans les boules de cristal, c'est une amie à moi qui a fait sa transition. Bon, voilà, c'est pas le sujet, mais je suis pas devin. Anarchy08 qui dit, en parlant de complotistes, tu as vu le communiqué du SNJ de Radio France, là aussi c'est un bingo dépensif, vous inquiétez pas, on va en parler de cette histoire, Patrick Cohen, Thomas Legrand, on va en parler. Il y a Cadoar qui dit, j'ai envie que ce soit un succès, Blueby 3, moyennasse, mais j'espère une surprise. Cuire le cul, si j'ai bien compris, Ghislain Benessa a dit que les manifestations peuvent être bénéfiques au gouvernement. Le gouvernement de l'ordre a besoin du désordre pour faire leur taf et punir les méchants feignants, si j'ai bien compris. Peut-être. Vraiment, les amis,
On y reviendra après, mais je trouve que toutes ces théories à chaque fois de oui mais non, de oui mais non, je trouve que ça nous met dans une forme d'impuissance acquise même, j'ai envie de vous dire. J'ai fini un petit travail là-dessus ce matin pour les zinzins de la newsletter Juste Milieu, la lettre d'information Juste Milieu. En ce moment, je fais des lettres un peu plus bossées, où je travaille autour de certaines thématiques et compagnie. Et là, j'ai partagé aux amis une petite note sur l'impuissance acquise. Et petit à petit, tu vois, en bossant là-dessus, je me rends compte que toutes ces histoires de niveau de lecture, on est vraiment dans l'hypnocratie la plus pure, ce que je vous avais dit avec le bouquin. Et en fait, rien n'est bon. Aujourd'hui, alors je développe là-dessus en attendant la fin du sondage, les copains. Si vous regardez, quoi qu'il se passe maintenant, rien n'est bon. En fait, c'est l'aboutissement d'hypnocratie. Rappelez-vous ce que je vous disais avec ce bouquin, la superposition de narratifs fait qu'à un moment donné, on est comme hypnotisé. Et je pense qu'en lien direct avec ça, si on prend le 10 septembre, par exemple, vous avez vu, le mouvement s'est installé, on en a parlé sur les réseaux sociaux, machin. Et très vite, il y a des gens, mais que c'est même plus une question de se faire mainstream alternatif, au fond, on s'en fout, quoi. Essayons de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. On a vu des gens qui sont arrivés en disant « c'est piloté par le gouvernement ». En fait, c'est un mouvement du peuple que les médias veulent faire taire. En fait, ça va flopper. En fait, machin. Enfin, il y a tellement de niveaux de narratif qu'on ne sait plus quoi croire, et surtout, on ne fait plus rien. On est vraiment dans l'impuissance en permanence à trouver des raisonnements qui justifient de ne rien faire. Si vous regardez, si vous identifiez plusieurs narratifs qui se sont imposés, ce sont souvent des narratifs qui poussent à ne rien faire. À dire ouais, mais en fait ça va pas marcher pour telle ou telle raison, c'est Macron, c'est machin, c'est la gauche, c'est bidule. Et c'est le meilleur moyen d'entraîner vraiment l'impuissance des gens, c'est-à-dire de pousser à ne rien faire. Restez chez vous parce que manifester, ce serait contribuer à l'extrême gauche, contribuer au gouvernement, à je sais pas quoi. Je trouve ça assez fatigant, en fait. Ça dévitalise tout ce qui se passe, de contribuer à des discours comme ça pour encourager les gens à rien foutre. Anarchy08 qui dit prochaine étape, ça fait partie du plan. Me relance pas là-dessus. J'ai passé un bon week-end encore. Moi j'ai 2 activités le week-end, c'est le top 14 et emmerder les pro-Trump. Non, je rigole en plus. Quand je dis emmerder au sens embêter, je fais attention à mes mots parce que non mais je déconne en plus. C'est débattre avec les pro-Trump. D'ailleurs, il y a eu des débats intéressants. Bon, on en reparlera, c'est peut-être pas le sujet. Pour l'instant, le sondage, on a succès 17% avec 13 votes, flop 35% avec 26 votes, moyennasse 48%, 36 votes. Ouais, je crois que ça s'impose un petit peu. Ça a l'air moyennasse. Ça a l'air moyennasse. Attends, il y a Éclat15 qui dit je prends vos messages dans le chat. Je sais pas à quel point tu fais du bruit sur internet, Rémi. Sache juste que j'ai beau faire des réglages, les mails de Juste Milieu sont systématiquement dans mes spams. Ah merde. Ouais, ça c'est les Russes. C'est sûr et certain. Flatipus, sauf que je ne peux pas m'allier avec des gens qui sont pour les criminels. Alors tu parles de quoi? Si tu peux développer Flatipus. Qu'une 73, si jamais il y a Off Investigation qui vient de sortir un reportage sur les gilets jaunes, franchement il manque pas grand chose pour que ça explose de nouveau. Depuis il y a eu le Covid, les paysans, franchement ça peut faire mal. Antoine Job, mais on s'en fout de plus en plus du narratif, on sait l'identifier mieux qu'avant. Alors je pense pas du tout, je pense absolument pas, au contraire. Je suis vraiment pas certain de ça. Cuire le cul, il n'y a pas eu d'instant grognon depuis ton retour de vacances, c'est vrai. Mais je vous l'ai dit, je suis revenu apaisé, je suis revenu de bonne humeur, je suis revenu détendu. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de distribuer du bonheur, du rire. On revient à la base de Juste Milieu, tu vois, la rigolade, on décrypte l'actu à notre sauce et on se débrouille. C'est moyennasse qui l'emporte sur le sondage, les amis. C'est moyennasse. Pourquoi pas, ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. ZLRNT qui dit ah non le narratif tourne bien, il n'y a qu'à échanger au boulot, c'est vrai aussi. Anarchy08, le problème de ce mouvement c'est qu'il y a eu tellement d'interférences de toutes parts que ça a dû dégoûter une partie des gens. Engegarde, comment définir le succès ou le flop du 10 septembre, Macron se casse, on verra en fait, je sais pas, c'est ce que je vous disais au début de l'émission, les amis, sur le fait de commenter en direct le vote de la motion de confiance. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler, quoi. Ça a aucun intérêt. La vie politique française est tellement instable que pour moi,
commenter le réel qui est en train de s'écrire, c'est de la perte de temps. Je vois pas ce que je peux vous dire sur une situation que je ne connais pas. On peut pas lire le futur. Donc c'est un peu regrettable. C'est du BFM TV, tu vois, qui commente un truc en disant on sait rien, mais on garde l'antenne, Philippe. Hein. Non. Baldacat qui dit il ne manque qu'une chose pour que les choses bougent, que les frigos soient vides. Autant dire, vous pouvez repartir en vacances. Éclat 15, est-ce que voter Moyen-Âge, c'est une façon de pas se positionner? Flatipus, en vrai, on n'avancera jamais jusqu'à 2027. Jojo l'asticosauteur, moi, mon grand gourou a dit les sondages, c'est pour éponger la butte de café le matin. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Les amis, on est également en direct sur Facebook, Twitter, abonnez-vous les amis, sur TikTok, tapotez, mettez les cœurs. Faut que je le dise ça, faut que je le dise. Hein. Faut que je sois dans les codes du TikTok. Après, je ferai un tuto make-up. Je vais évidemment me maquiller les ongles de Yep en refaisant le portrait de Roselyne Bachelot à chaque ongle. C'est fin, on est sur de la peinture en bâtiment et ça régale. Donc voilà un petit peu les amis. Sur cette histoire de 10 septembre, on verra. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de médias mainstream sont déjà à l'œuvre pour décrédibiliser le mouvement. C'est même assez caricatural. Ceux qui suivent un juste milieu sur les réseaux sociaux, vous avez vu, j'ai fait une petite capsule ce week-end là-dessus parce que j'ai lu des trucs qui m'ont à la fois fait marrer, à la fois ça m'a sidéré. Je crois que j'étais sidéré. C'est les médias, tu vois, qui te sortent les classiques, un mouvement infiltré par l'extrême gauche. J'ai vu André Comte-Sponville, donc qui est philosophe. Alors c'est vrai qu'André Comte-Sponville, au départ, on dirait Comte-Sponville, on dirait une marque de couche pour seniors. C'est vrai. Et philosophiquement, on dirait une marque de couche pour seniors. C'est pas faux non plus. André, regardez, je vais vous montrer. Hein. Ça fait la une de l'Express en plus. Hein. L'Express du 4 septembre 2025. Donc si ça fait la une de l'Express, c'est que... En même temps, l'Express, pour des raisonnements intellectuels de ce niveau-là, ça porte bien son nom. C'est vrai qu'au moins, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge sur la promesse. Regarde. Tac, regarde-moi ça comme c'est beau. André Comte-Sponville, le roi des couches pour adultes, il a dit « Bloquons tout, c'est le triomphe de la haine. » Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu vas manifester, t'es le sosie par alliance d'Adolf Hitler. Donc c'est vrai que ça donne envie de rester chez soi. Tu dis « Putain, déjà que je suis communiste, pro-Mélenchon, et le triomphe de la haine. » Alors la haine, on sait pas la haine de quoi. On sait parce qu'il dit pas André. Il avait pas le temps. C'est l'Express, donc c'est rapide, ça va très très vite. Et André, non, il a dit c'est la haine. Donc tu vois, il y a des trucs comme ça. Tu dis bon, renouvelez-vous. Alors sans être devin, je pense que si le 10 septembre est un semblant de succès populaire, on va avoir droit aux histoires de c'est un mouvement antisémite, pro-russe. Pro-Kim Jong-un, c'est la communauté nord-coréenne française, pro-Kim Jong-un qui s'est mobilisée du côté de Quimper, hein, l'axe Quimper-Toulouse, surnommé l'axe du mal en Corée du Nord. Ils vont nous inventer des trucs qu'on n'était même pas au courant. Voilà. À mon avis, c'est Elon Musk qui a financé les Gilets jaunes d'une petite troupe. Ils sont 14, voilà, du côté de Montélimar. C'est génial, hein, aux portes de la Drôme. Et il fait beau. Et c'est Elon Musk qui leur a financé les Gilets jaunes. Absolument. Donc on verra vraiment les amis. Il y a DRNGR qui dit Comte-Sponville, on sait ce qu'il vaut depuis son positionnement ignoble vis-à-vis des gilets jaunes. Putain, mais je me rappelle pas de ça, attends. Je vais taper ce que tu dis. Comte-Sponville, gilets jaunes, je me rappelle pas les positions qu'il avait eues. Attends, c'est de ça dont tu parles dans le journal du dimanche? Un État qu'on ne craint plus ne peut pas gouverner. Après les incidents commis dans le sillage des Gilets jaunes, le philosophe André Comte-Sponville redoute que la peur du gendarme devienne de moins en moins efficiente. Ah, effectivement, il voulait casser la gueule de tout le monde. Ah bah super, André. Ah bah génial. Donc voilà, effectivement, hein, il y a Caca Macron, LFI Caca. Va falloir changer ce pseudonyme, hein. J'ai du mal à le lire. Hein. C'est parce que c'est nul à chier. Qui dit l'axe Pyongyang-Toulouse. Effectivement, mais en vrai... C'est direct. Donc on verra. Et Tata Yoyo 36 qui dit mais pour le coup de la CB, ça va quand même les faire chier. Je pense que plus que la CB, c'est le retrait d'argent en liquide. Par rapport au système bancaire, c'est ça qui me semble peut-être plus dangereux que l'arrêt des achats en CB. D'ailleurs, à vrai dire, je vais pas vous mentir les amis, j'ai jamais compris ce que le système peut redouter avec l'arrêt des achats en CB.
Alors vraiment, je l'ignore, hein, donc s'il y en a qui ont la réponse dans le chat, je suis preneur, parce que j'ai pas bien compris en quoi ça faisait chier le système que les gens arrêtent de payer en carte bleue. J'ai à la limite les opérateurs de carte bleue qui prennent des frais, tout ce que vous voulez, les banques à la rigueur, pourquoi pas sur la question des frais, mais par rapport au retrait d'argent liquide, j'ai pas compris où était la différence. Il y a Bounia 7563 qui dit les syndicats sont appointés par l'UE via la Confédération européenne des syndicats, on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés et qui en vivent. Blueby 3, les microtransactions et le cotisation TPE. Tata Yoyo 36, payé en liquide, passe renversement TVA. C'est un moine, la traçabilité. Alors chacun a ses arguments là-dessus. Merci les amis, ça complète le débat. Perte de TVA, nous dit Signovator 62. Bayer 92, les banques perçoivent une commission de 1 à 2% sur les transactions. Fleur Giorda, traçabilité des achats. Perte de taxes pour Marcel The Rock. Stratus 13, car les frais de fonctionnement, mais oui, le retrait d'argent liquide foutrait plus le DAWA. Anarchy 08, un rapport avec les taxes. Nin 94, c'est lié pour arrêter de payer en CB. Il faut bien retirer des espèces. Oui, ceci dit, c'est pas con. Effectivement, tu remets de la logique dans le débat. Merci à Nin94, évidemment. Milieu qui dit vu que Macron vient des banques, on fait chier les banques. David, oui, c'est juste aussi. David Massy 33, ils n'ont pas le liquide si tout le monde voulait récupérer son argent. Radical Libre 9, quoi? Comment tu ne peux pas comprendre que c'est juste pour le black? Alors peut-être aussi, voilà, c'est intéressant parce que voilà, je vois des arguments très différents dans le chat, les amis, et c'est ce que je trouve intéressant aussi là-dessus. Chopa Wenauer qui dit réduit la captation de données et de commissions et cela limite le contrôle bancaire et étatique sur les transactions. Et Tata Yoyo 36, plus de renversement de TVA. Plus de renversement de TVA. Attends, parce qu'il y a quand même la TVA sur les achats en espèces, non? Vous me créez le doute. Ceux qui ont l'argument par rapport à la TVA, est-ce que vous pouvez développer, les amis? Parce que là, j'apprends quelque chose sur le fait d'acheter. Enfin, il y a de la TVA sur les achats en espèces. N'hésitez pas si vous avez plus d'infos là-dessus. Jojo, l'asticot sauteur, et enlever les liquidités des banques, les limites dans les prêts. Bref, leur plus gros gagne-pain. Milieu de pas si la transaction n'est pas déclarée. Ah oui, d'accord, oui, ça, effectivement. Baldacat, moi je voulais tout retirer, le guichet automatique, il a dit non, t'as pas de sous. Zabou 1961, le black et le troc vont devenir nécessaires à notre survie. Anarchy 08 qui dit demande à Grok. Effectivement. Et Ishigo Banquet 38, non, on paie la TVA en espèces ou CB. Alors, je pense que je suis plutôt d'accord, mais effectivement, oui, effectivement sur le... manière un petit peu illégale. Donc voilà un petit peu les amis tout ça. Alors j'ai mon fil Twitter, vous le savez les copains, j'ai un autre écran, j'ai 2 écrans devant moi et alors attends, apparemment ça a coupé, ça revient, vous m'entendez? Houston à la base, on est de retour ou pas? Ça va mieux? Coupure de live, ah bah non, non, attention hein. Non, ça va là ou pas? On est bien? C'est revenu? J'ai touché à rien de toute façon. Globalement, je ne touche à rien. C'est bon, ouais, c'est revenu. Bah faites F5, rafraîchissez les autres. Faut rafraîchir maintenant. Ouvrez les fenêtres, rafraîchissez, voilà, ça marche. Voilà. Pourquoi je vous dis que je ne veux pas commenter en direct ce qui se passe avec Bayrou? J'ai mon fil Twitter sur mon écran de gauche. Regardez la séquence à laquelle on a eu droit à l'Assemblée. Si vous criez, je bois, donc c'est une bonne chose. Voilà. Donc, est-ce qu'on a envie de passer 3 heures à regarder ces connards? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Donc, même dans ces moments graves pour la démocratie, ils se font des blagues. Avec Yael Braun-Pivet entre 2 élevages de gallinacés qui se tapent une barre. Donc, non, j'ai pas trop envie de regarder ça. Je vais pas vous mentir, je suis pas très très chaud. Parce que t'imagines Bayrou qui te dit si vous criez, je bois. Borloo avait dit pareil. Je bois. Bon, bah, Borloo, du coup. Merci à Mitridat pour le sub 4e mois, ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Les amis, alors petit saut de connexion. Écoutez, tout va bien, on est toujours là, on est toujours vivant, toujours debout. Comme chantait Renaud, qu'on embrasse, évidemment. Alors, les amis, on continue dans les sujets d'actualité. C'est le gros morceau du week-end. Alors là encore, on a quelques petites infos supplémentaires. On va regarder un petit peu tout ça à froid, les copains. L'affaire. Patrick Cohen, Thomas Legrand. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert de ces trucs.
Mais on a découvert de ces trucs. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est comme... Ah ouais, non, non. Je suis peiné à l'idée de vous en parler. Parce que là, ça remet en cause énormément de certitudes. Ah ouais, ouais, ouais. C'est comme disait Jeanne d'Arc, on a découvert le bois qui brûle. Hein. Elle disait souvent ça. L'Incorrect, le magazine L'Incorrect. Alors là, par contre, qui ont fait le boulot. C'est vrai ça, par contre, il faut saluer le boulot de L'Incorrect. Qui nous ont révélé, regardez cette vidéo. Ça a été publié, c'était vendredi, je crois, la première salve. Voilà, Juliette Briance, voilà, qui nous a sorti ça le 5 septembre. Regardez cette vidéo. Donc à table, vous avez 2 élus du Parti Socialiste et également Patrick Cohen et Thomas Legrand dans un café parisien. Regardez ce qu'ils nous disent. Voilà, donc vous l'avez vu, elle a recommencé la vidéo. Merci à Crackpo pour le sub 6e mois, merci camarade. Vous avez vu, donc on a cette séquence extraordinaire qui montre 2 journalistes en train de s'acoquiner et de parler avec des élus PS, prétendant que voilà, pour Rachida Dati, je cite, ils font ce qu'il faut, hein, peut-être pour descendre la candidature de Rachida Dati face à des élus PS, voilà, comme si ce beau petit monde échafaudait un plan en vue des prochaines élections municipales à Paris. Alors, les amis, là-dessus, alors cette séquence vraiment, on va pas épiloguer parce que on va être, voilà, je vais essayer de vous proposer un petit exercice juste au milieu. J'ai vu plein de choses qui me faisaient marrer, mais dans tous les sens. Dans tous les sens, on a effectivement des gens, et c'est peut-être le plus intéressant. En premier lieu, on a des gens qui complotent. Voilà. Le complotisme, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est vraiment la définition du complotisme, c'est ça. Des gens qui s'organisent en arrière-plan, en coulisses, dans l'ombre, pour déstabiliser la marche normale de la société. Donc, on nous a brisé les gonades depuis des décennies, en disant le complotisme ne peut venir que du peuple, de ces fameux sans-dents qui, bien trop occupés à récupérer leurs canines par terre, vont échafauder des plans pour déstabiliser le pouvoir. Le complotisme, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas de dire « Ah bah écoutez, moi je pense que la Terre elle est plate, j'ai le droit, on en débat, point. » Non, le complotisme, dans la définition du dictionnaire, c'est ça. C'est exactement ça. Alors là, le problème, c'est qu'ils ont été pris, comme disait Jamel, la main dans le sac. Ils ont été pris la main dans le sac et vous avez cette séquence qui a été filmée par l'un des journalistes de l'Incorrect. Et une fois de plus, chapeau à eux parce que ça déclenche ce débat qui est nécessaire, bien que rien ne soit révolutionnaire, qu'il n'y ait pas vraiment de révélation là-dedans. Le débat est nécessaire, ça fait du bien. Et donc, on découvre voilà, cette histoire assez incroyable de journalistes qui complotent avec des élus du Parti Socialiste. Alors évidemment, ça a été un emballement extraordinaire depuis. Merci à Dans ton milieu pour le sub 17e mois. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair, les copains, évidemment, d'y voir un peu plus clair au milieu de tout ça. Alors, comme dit, je vais faire un exercice que j'aime bien, les copains, c'est de prendre toutes les réactions d'une même affaire, de voir comment chaque parti l'a regardé, avec des points de vue différents, des positionnements différents. Et c'est ce que je trouve intéressant à observer, les copains, parce que tout le monde est dans la contradiction, finalement. Et d'une affaire, je vais vous mettre presque la conclusion au début, une affaire qui n'a non seulement rien d'étonnant, mais surtout, comment dire, oui, c'est ça, une affaire qui n'a rien d'étonnant, parce que tous les journalistes rencontrent des élus et ça se fait de partout, ça existe de partout. Et là, on a une immense pièce de théâtre qui se met en place, avec des élus de droite et extrême droite notamment, qui te disent « Mon Dieu, mais quelle horreur ! Des élus qui discutent avec des journalistes, mais qu'est-ce qui se passe ?» On va revenir sur tout ça, parce qu'évidemment, c'est le grand cirque qui a ouvert ses portes. Alors,
Dans la plupart des réactions, hein, dans la foulée, donc sur les principaux concernés, j'ai nommé Patrick Cohen, qui s'est fendu d'une tribune, hein. Patrick Cohen qui s'est fendu d'une tribune pour réagir, et il a dit « Il y a une plainte qui va être déposée, nous sommes en train de regarder si on peut l'étendre à tous ceux qui ont repris et diffusé cette vidéo. » Alors, le coup de génie. Le coup de génie de Patrick Cohen, alors évidemment, hein, bon, c'est pas cette affaire-là qui nous a permis de savoir qui était véritablement Patrick Cohen. Le coup de génie du mec, c'est que quand t'es pris la main dans le sac, t'as quand même tendance à fermer ta gueule. Tu te dis, bon, c'est pas malin, j'ai été chippé, j'avais du chocolat autour des lèvres, j'ai voulu faire croire que le crunch, c'était le chat qui l'avait bouffé. Non seulement on n'a pas de chat, et en plus, j'ai du chocolat autour de la bouche. Donc, normalement, tu fermes ta gueule, tu vas ranger ta chambre, et puis tu reviens pour le repas du soir. Tu vois, il aurait pu la mettre en veilleuse. Voilà, pendant une semaine, on le voit pas dans les médias, puis de toute façon, il revient, et puis voilà. Non. Le mec te dit, ouais, en fait, je vais porter plainte. Parce que des gens ont dit la vérité. Et ça, c'est inadmissible. Nous, journalistes du service public, hein, non. Patrick Cohen, voilà, il a toujours moyen de sortir les trompettes. C'est le Louis Armstrong de l'escroquerie journalistique. C'est bluffant. Donc, il trouve le moyen de menacer de plainte les gens qui relaient la vidéo. Alors, le fondement juridique, c'est... voilà, c'est sûr, tu vois. Vraiment, base juridique de Patrick Cohen, ChatGPT l'a dit. Vraiment, il va menacer de plainte des gens qui ont relayé une vidéo. Bon, pourquoi pas. Mais ce qui est mieux, c'est que Patrick te dit « Non, mais en plus, on n'a pas le droit de faire ça parce que c'est la vie privée. » La vie privée, il a dit. Et les défenseurs de Patrick Cohen disent aussi c'est la vie privée, on peut pas faire ça. Hein, des gens qui, dans leur vie privée, complotent véritablement pour déstabiliser un scrutin démocratique. Non, tu peux pas les filmer. Et regardez, il est tellement contre les atteintes à la vie privée, Patrick, qu'il avait dit ça en 2018. Et on l'a entendu. Je le dis assez fermement, grâce à la saine curiosité d'un journaliste qui a eu la bonne idée de solliciter des étudiants pour voir ce que pouvait dire un personnage politique aussi important dans une enceinte universitaire. Je rappelle que c'est pas un bureau politique de LR qui a été espionné, c'est pas un rendez-vous secret. Une enceinte scolaire ou universitaire, c'est un endroit public. Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique, moi, qui me semble tout à fait légitime, et le résultat est très intéressant. Voilà. Résultat, et on l'a entendu. Tu vois, Patrick Cohen réagissait en 2018 à une séquence où on entendait Laurent Wauquiez, je vais essayer de vous la retrouver, Laurent Wauquiez qui était devant une classe d'étudiants, je crois que c'était de l'école, c'était une école à Lyon, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'était de début 2018. Il avait été enregistré à son insu devant une école, devant une classe d'étudiants, où il avait fait des déclarations sur des collègues politiques en lâchant des dingueries et compagnie. Et à ce moment-là, Patrick Cohen avait dit « C'est tout à fait normal, c'est une démarche journalistique, mais qui sommes-nous pour empêcher le journalisme? En plus, c'est de l'espace public. » Bon, un restaurant aussi, c'est l'espace public. Mais là, c'est grave. Je sais que c'est pas facile, hein, mais bon, Patrick il y arrive, donc il faut réussir à, voilà, Patrick Cohen qui devient une sorte de Philippe Candeloro de l'enculerie journalistique, tu vois, de réussir le triple axel de ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, alors que ça désigne la même chose. Et ça fait partie, voilà, la réaction de Patrick Cohen, donc, qui est dans une forme de contradiction assez sidérante, la menace de plainte qui est absurde. Et on a aussi eu droit, dans Libération d'aujourd'hui, du 8 septembre, je vais vous montrer, à une réaction de Thomas Legrand, donc l'autre journaliste qui a été épinglé. Alors lui, pareil, lui vraiment, salto arrière sur la vérité, je baisse mon froc, je pète avec du talc, t'as rien vu. Regarde cette tribune, c'est quelque chose. Et là, sortez les Kleenex. Thomas Legrand fait une tribune dans Libération, il écrit « Oui, j'ai pris un café avec 2 socialistes. » Voilà, ça c'est le nom de la tribune qui est dans Libération. Et je vais vous en faire lecture, notamment d'un extrait. Et je ne l'avais pas vu venir. Franchement, je ne l'avais pas vu venir. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas évident. Thomas Legrand nous fait le lien entre le fait qu'il se soit fait chipper comme des bleus, hein, on ne va pas se mentir, et Donald Trump. Et ça, c'est pas facile. Je reconnais, c'est pas facile. Tu vois, regarde, je vous lis quand même
toute la troisième colonne, hein, c'est celle-là. Vous direz, allez acheter Libération, encadrez-le, foutez-le dans les chiottes parce que c'est collector. Thomas Legrand nous dit, alors que le mec est chippé en pleine atteinte à sa déontologie, où des journalistes prennent du plaisir à comploter pour déstabiliser la sincérité d'un scrutin, à utiliser leur écho médiatique pour orienter les résultats d'un vote démocratique. Donc, dans un monde sain, tu démissionnes sur le champ. Évidemment. Et d'ailleurs, dans un monde sain, ces deux personnes n'ont même pas à parler de Rachida Dati. Hein, j'y viendrai tout à l'heure. Rachida Dati, ministre en exercice, qui a oublié de déclarer 600 000 € de bijoux. Un peu comme Brigitte Macron, qui a oublié de déclarer ses bijoux de famille, mais c'est autre chose. Mais Rachida Dati, dans un monde normal, déjà, elle n'est pas en prison. Elle est en prison, pardon, elle n'est pas au gouvernement. On confond prison, gouvernement, tu merde. Où est-ce qu'il y a le plus de barreaux? Jean-Noël Barrot, évidemment. Toute blague graveleuse n'a rien à voir dans le Juste Bistrot. Jean-Noël Barrot, ministre des Outre-mer et du Travail fictif. Donc, Rachida Dati, dans un monde normal, il n'y a même pas besoin que des journalistes essaient de la descendre à une élection, parce qu'elle est en prison. Non seulement Rachida Dati, elle est là, et en plus, elle passe pour une victime dans cette affaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Que nous dit Thomas Legrand? Thomas the Big, il nous dit: quant au propos à l'emportement que j'ai tenu à l'égard de Rachida Dati, ce qui peut choquer, c'est le fait que j'ai l'air de la cibler spécialement et de vouloir contribuer à sa défaite au municipal à Paris. Loin de moi l'idée d'imaginer peser sur une élection, et heureusement. J'assume néanmoins de m'employer à dire la vérité sur les mensonges et l'attitude néo-trumpienne de la ministre de la Communication. Après un entretien à la matinale de France Inter, truffé d'insultes et de contre-vérités en mai, j'ai effectivement écrit dans ces pages un article en mode « Check News » sur toute une série d'affabulations proférées par la ministre. En juin, j'en ai commis un autre sur le caractère trumpien du datisme, après son altercation agressive sur France 5 avec Patrick Cohen. Je pense en effet qu'il ne faut pas laisser passer en France la méthode trumpienne en vogue dans nombre de démocraties qui consiste à menacer et mentir, semer la confusion pour décrédibiliser tous les contre-pouvoirs institutionnels, critiques contre la justice, ou non institutionnels, la presse. Tous les patrons de presse vous racontent en off à quel point Rachida Dati les harcèle, les insulte et les menace. Oui, la dénonciation de ces méthodes dépasse le cadre habituel de l'analyse critique de la politique telle que pratiquée normalement dans ces pages billets. Mais il s'agit là de défendre notre métier, si menacé à travers le monde. Elle est pas belle, la piémontaise, là. Elle est pas belle. Il est pas fort, le Thomas. T'as vu quand même ce coup qui nous fait, le Thomas? Et ça, c'est rare. Ça, je veux dire, j'ai eu un SMS de Jérôme Cahuzac qui m'a dit « Oh, le bâtard, il abuse. » Franchement. T'imagines quand même que Thomas Legrand, c'est un mec, il te vole ta montre, il revient chez toi, et il te dit « Eh oh, t'aurais pu la mettre à l'heure. » C'est quand même un truc de taré. T'as quand même le mec... Il est chippé en train de prendre sa déontologie en levrette. Il a absolument pas le droit de faire ça. Il devrait démissionner sur le champ. Mais déjà par honte, je te parle même pas des sanctions de sa hiérarchie. Par honte, il devrait démissionner. Et le mec, il fait un papier dans Libération en te disant « Non, mais en fait, alors ok, j'ai fait de la merde, mais c'est pour éviter l'arrivée de Trump en France. » De quoi tu parles ? À la limite, le rapport que Rachida Dati elle a avec Trump, c'est qu'elle est autant refaite, si tu veux. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est ridicule. Et Thomas Legrand, il ose faire ça. Mais dans une forme d'impunité qui est sidérante, tu vois, qui est vraiment sidérante. Alors, sur cette affaire, les amis, évidemment, je vous fais le point un petit peu sur tout ça. On a deux escrocs, en fait, deux escrocs du journalisme qui se drapent dans, comme ça, la menace, de la plainte, de la vie privée, de je sais pas quoi, de bidule, bon, qui en vérité sont ce qu'on appelle communément des salauds, qui devraient démissionner par honte, j'insiste là-dessus. Alors, la hiérarchie, j'en parle même pas. Thomas Legrand a été suspendu pour l'instant jusqu'à nouvel ordre. Patrick Cohen était ce matin à la radio. Hein. Ouais. Si, en fait. Si, d'ailleurs, il me semble que prononcer le nom de Patrick Cohen, il peut porter plainte. Il peut porter plainte désormais. Jurisprudence. Donc, faut faire très attention. Alors, on est chez Juste Milieu. Évidemment, mettre une petite cartouche sur Thomas Legrand et Patrick Cohen, évidemment. Vous connaissez la maison, on va pas se priver d'une telle gourmandise. Ce serait fâcheux. Ce serait fâcheux. Et de fâcheux à facho, il n'y a pas beaucoup. Vous connaissez. Ça, c'est pour la première chose.
Mais évidemment, en face, on a eu beaucoup de gens qui se sont régalés sur cette affaire, compris un plaisir monumental à tirer sur Legrand et Patrick Cohen. Évidemment, évidemment. Sauf que ça tient pas beaucoup plus. Je vais pas vous mentir. Tout le week-end, on a vu des réactions. Je me suis frisé les moustaches, comme disait Amanda Lear, parce que vraiment, rien ne va. Et c'est une cagolerie à tous les niveaux. Je prenais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui a du chocolat autour de la bouche et qui n'assume pas avoir volé le chocolat. Ce qui est passionnant, c'est qu'en face, on a des gens qui ont aussi du chocolat autour de la bouche, mais qui vont accuser Cohen et Legrand. Donc, on a quelques réactions sur lesquelles je voulais revenir, les amis, avec vous. Notamment ce qu'on a entendu côté droite, extrême droite. On a beaucoup entendu l'argument, hein, notamment côté Reconquête, Frontières, tout ça. On a entendu, ouais, mais en fait, pour régler ces problèmes, il faut privatiser le service public. Voilà. Alors, le néolibéralisme dans ses plus beaux habits, qui se targue de liberté d'expression, qui se targue d'économie dans les dépenses publiques, en privatisant le service public. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que privatiser, ça profite tout le temps aux entreprises. Donc, c'est un peu con, mais rappel utile quand même d'expliquer que avant la question de la liberté d'expression, y a la question de tout faire pour les entreprises. C'est ce que veut dire privatiser quand même, hein, il faut le rappeler. Donc, quand on dit, ouais, en fait, l'affaire Legrand-Cohen confirme qu'il faut privatiser, c'est un scandale. Alors, pour rappel, ça va rien changer. Hein. On a des paillassons de journalistes qui sont en situation de collusion avec le pouvoir. Il y en a autant à gauche qu'à droite. Hein. Dans un gangbang, tu comptes pas celui qui met les plus gros coups de rein. Malheureusement, t'es là, t'y es, tu profites, quoi. Donc, voir la droite et l'extrême droite, les médias de droite et extrême droite, comme ça, se tirer du col en jouant les éminences, tu sais, du journalisme, en disant, nous, on a une déontologie. Non. Un rappel quand même que, par exemple, un média comme... j'insiste sur eux, mais c'était quand même, ça a été assumé comme ça. Le lancement de Livre Noir, c'était pour accompagner la campagne de Zemmour. Du côté des médias Bolloré, on ne cache pas du tout les accointances avec le RN ou Reconquête, on verra à l'approche des élections présidentielles. Alors, à cet argument-là, et je l'entends, j'ai eu quelques échanges sur les réseaux sociaux qui étaient très intéressants, des gens qui me disaient « Oui, mais Rémi, il faut privatiser parce qu'au moins, on n'utilisera pas l'argent des Français pour faire ce genre de propagande. » Donc, je suis plutôt d'accord avec ça. Se pose la question des subventions aux médias. Et là, on me dit « Ouais, mais il faut tout couper. Donc, on privatise le service public et on arrête les subventions. Donc, il n'y a pas de problème. Et après tout, je suis même d'accord avec ça. En fait, c'est un contre-argument à ce que je vous dis là. Privatiser, il n'y a pas de problème. Mais, comment dire ? La privatisation n'empêche pas les collusions. Je vais prendre un exemple tout simple, qui est celui de Pascal Praud. Pascal Praud commet ses émissions sur CNews, on est d'accord. Donc, Pascal Praud, c'est de notoriété publique, on a plusieurs articles qui évoque ses dîners à l'Élysée. On en avait parlé, j'avais fait une vidéo sur lui, sur Juste Milieu. Il y a cet article du Monde, notamment du 6 mai 2021, écrit par Ariane Chemin, qui est quand même plutôt bien renseigné sur les histoires de pouvoir, qui nous explique que Pascal Praud est souvent invité, a déjà été invité à l'Élysée. Et on a une autre source qui reprend en fait Praud qui avait répondu à tout ça. Et pour couper court à la polémique, il avait déclaré, je vous lis ce que dit, alors c'est Closer qui reprend le truc, la réponse de Pascal Praud, c'était sur Europe 1 au départ, j'ai trouvé Closer parce qu'ils le mettent à l'écrit. Pascal Praud avait répondu à ça, alors attends, non, c'était pas cet article, tac. Ouais, c'était sur CNews qu'il a répondu à ça. Et il a dit... Merde, attends, c'est lequel ? C'est quel article ? C'est un truc de Closer qui revenait là-dessus. De toute façon, attends, je l'ai mis sur Twitter, si jamais. J'en ai fait un tweet tout à l'heure. Pim pam poum. Voilà, c'est ça, il y a un fil là-dessus, c'est cet article-là. Et
Ah putain, mais j'ai mis le truc du Monde, voilà. Tous les journalistes politiques de Paris rencontrent des gens de l'Élysée, tous, moi, pas plus que les autres. Donc, ce que je vous dis par là avec l'exemple de Pascal Praud, c'est que je suis complètement d'accord. Le contre-argument, je suis vraiment d'accord avec ça. Privatiser fera qu'au moins on saura à quoi s'en tenir. Mais qu'est-ce que ça change si même avec la privatisation, c'est le pouvoir en place qui maintient une collusion avec des journalistes? Ça veut dire que, au fond, on reste dans la propagande. Une propagande qui, certes, n'est pas payée par le pouvoir, par le pouvoir en place, mais une propagande qui reste présente, qui reste là. Donc, c'est là où, si vous voulez, j'ai un peu une limite. C'est que aujourd'hui, factuellement, on sait qu'il y a des collusions, que ce soit dans les médias de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, public, privé. Mais en vrai, ça fait des décennies. On découvre rien aujourd'hui. Pour ça, hein, je vois dans le chat certaines personnes qui disent « Comme par hasard, tu t'en prends à CNews ». Non. Aujourd'hui, on comprend juste qu'il y a des collusions de partout. Je pense que là-dessus, on peut faire un concours de qui est le pire. C'est dire où on est tombé, quoi. C'est dire où on est tombé. Mais, si vous voulez, ce que je trouve effrayant, au-delà de ce débat, en fait, public, privé, c'est bien de faire de la propagande, mais sans l'argent des Français. Pourquoi pas, à la limite, c'est déjà un peu plus honnête. Mais le problème, c'est que même quand c'est privatisé, on prend les auditeurs pour des cons. Regardez ce qu'a dit Pascal Praud, malgré ce que je viens de vous démontrer, et plutôt ses liens avec l'Élysée. Vous avez un Pascal Praud qui fait des leçons de journalisme sur l'affaire Cohen-Legrand. Venu sur Europe 1 jusqu'à 10h, désormais l'heure des pros, et sur CNews jusqu'à 10h30. Tout est dit et bien dit, notamment sur cette antenne, uniquement sur cette antenne. Sur la collusion idéologique qui existe entre le Parti Socialiste et messieurs Cohen et Legrand. Comme on dit à France Inter, l'information n'est pas une opinion. Tout est dit jusqu'au silence qui accompagne la forfaiture des deux journalistes, deux attachés de presse au service du PS et au-delà le silence des mondes intellectuels, artistiques, médiatiques. Silence qui ne m'étonne pas. Pour tous ces gens, être de droite, c'est péché. Tout est dit sauf peut-être ceci. Ce n'est pas un hasard si Rachida Dati est la cible de nos Bouvard et Pécuchet du service public. Rachida Dati est une enfant de l'immigration. Son père, maçon, marocain, est arrivé en France en 1963 avec sa mère algérienne. Rachida Dati est de droite, elle a réussi un parcours d'exception. Elle montre, par l'exemple, qu'aucune fatalité n'existe. Rachida Dati a toujours refusé le rôle de victime. Depuis des années, la presse de gauche, Libération en tête, ne lui pardonne pas sa réussite. La presse de gauche chasse en meute pour descendre Madame Dati. Pour ces gens-là, un enfant de l'immigration est assigné à résidence. Il doit cracher sur la France et expliquer son échec. Tu vois, donc je vous passe pas toute cette logorée verbale. Vous avez vu où on en est, c'est que Pascal Praud en est à prendre la défense de Rachida Dati. Rachida Dati, c'est le parrain avec des bijoux. Et donc c'est ça, si vous voulez, moi ce qui me rend fou dans l'affaire Cohen-Legrand, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en vérité, ça révèle ce système médiatique qui fonctionne tout le temps à l'équilibre. Un scandale de droite va mettre la gauche un peu en position dominante, puis là c'est la gauche qui est dans la merde, avec toutes ces collusions qui existent de partout. Et donc le mirage de la privatisation, pour moi, ne va absolument rien régler. Absolument rien. Demain, on a le RN ou Reconquête, ou les partis qui parlent de privatisation. Je suis prêt à parier l'apéro que ça va être le genre de promesses qu'on fait en période électorale, mais qui, petit à petit, vont disparaître dans les tiroirs en disant « faut faire la guerre à la Russie, il y a plus important ». Tu vois. Je pense que c'est le genre de promesse électorale démagogique, comme on dit, qui frotte le peuple dans ses instincts. Et je ne dis pas démagogique au sens négatif, hein, juste au sens étymologique. Le genre de promesses qu'on fait en campagne et qui ne sont jamais réalisées en vérité. Parce que pourquoi se priver ? Quand vous avez le pouvoir en place, pourquoi se priver d'un outil comme le service public? Alors faire des économies, pourquoi pas? Mais vous noterez que ceux qui parlent de privatisation du service public, je trouve, hein, c'est mon avis une fois de plus, ceux qui parlent de privatisation du service public parlent surtout de l'aspect économie. Et l'aspect liberté d'expression, liberté de circulation des idées, dans la mesure où il y a les mêmes collusions de partout, et qu'aujourd'hui tu as un Pascal Praud content de mettre une crotte de nez à Cohen et Legrand, en vient à défendre Rachida Dati, tu dis qu'on n'est pas sorti du sable, quoi. Donc je voulais vous parler de ça sur les positions adverses qu'il y a eu, les amis.
dans cette affaire Patrick Cohen, Thomas Legrand, une affaire qui en appelle d'autres, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, et je suis curieux d'avoir votre point de vue sur ça, les amis, sur ce que vous pensez de la question de la privatisation, parce que c'est surtout ça qui se pose. Le reste, n'hésitez pas à faire vos commentaires, les copains, sur cette affaire, ce que ça peut dire, ce que ça peut pas dire. Je suis très mitigé en vérité, enfin, c'est une tempête dans un verre d'eau. Si tous les journalistes soumis au pouvoir étaient licenciés dès demain, il ne serait plus que 3. Hein. Et encore en comptant, t'en as 2 à Midi Libre et 1 dans le Télégramme en Bretagne, donc c'est pas beaucoup. Mais voilà, je trouve que ça alimente un cirque où les gars à droite et extrême droite sont très contents de se tirer du col en disant nous on est les meilleurs. C'est de la cagolerie, mais à un niveau assez extraordinaire. Flatipus qui dit je suis pour à 1000%, la politique c'est toujours une décision du moins pire. Romover, on a déjà abordé le sujet de Villiers Wist au début de l'émission, tu pourras voir dans le replay, camarade. Gramart qui dit non pas à Midi Libre. Bab comme 5, moi je suis à fond pour la privatisation, Rémi. L'argent des Français ne dormirait pas à servir la propagande. Ouais, je sais pas, moi je reste mitigé. Je reste mitigé vraiment sur cette question de privatisation des médias publics. Je pense, mais c'est pour créer le débat et c'est intéressant mon Bab comme 5, et n'hésite pas à intervenir sur le Discord, si tu veux, le Discord juste milieu, salon vocal général, une fois de plus. Je pense qu'il y a une étape intermédiaire avant la privatisation, qui est pour moi un argument à la... C'est du Trumpisme à 2 balles en fait, hein. Réduction des dépenses publiques, voilà, c'est le visage populiste du néolibéralisme. On prétend régler les problèmes du peuple en coupant toujours plus en fait dans ce qui sert au peuple, qui est juste mal utilisé, mais dans ce qui sert au peuple. Et je pense que par exemple, tu vois, en resserrant le cadrage des médias publics, en obligeant à respecter toutes les opinions, à mettre en avant toutes les opinions, je pense qu'il y a une étape intermédiaire qui me semble plus louable que la simple privatisation comme ça brutale, qui en vérité ne va absolument rien régler. Parce que si le problème était la liberté d'expression et le respect de toutes les idées et de lutter contre la collusion entre médias et politiques, c'est pas la privatisation qui va régler grand-chose. Je trouve ça dingue en fait que des gens comme du côté de Reconquête, de LR ou du RN en viennent à dénoncer la collusion des journalistes et des médias de droite, alors qu'aujourd'hui, il y a une fusée qui est en train d'être fabriquée par des médias Bolloré pour le RN ou Reconquête. Tu vois, c'est absurde. C'est vraiment absurde. Donc je trouve ça ridicule que ces gens-là s'érigent comme ça en donneurs de morale, de bonne morale, de moraline, comme disait Nietzsche. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc, je pense que une fois de plus, c'est comme avec la politique. La politique n'est pas mauvaise en soi, c'est juste qu'elle est pratiquée par des ordures de temps à autre. Et je trouve que c'est la même chose avec les médias publics, c'est qu'il y a moyen d'avoir un service public de qualité à partir du moment où on a des instances qui ne sont pas des instances de république bananière comme l'Arcom, où le président de l'Arcom est nommé par le président de la République, ça n'a évidemment aucun sens. Si on met en place des décisions beaucoup plus collégiales, où toutes les sensibilités politiques sont représentées, toutes les idées, et que, par exemple, pour faire une proposition, tu vois, juste milieu président en 2027, jamais de la vie évidemment, vaut mieux pas, parce que l'andouillette obligatoire en CM2, attention. Et en plus, Cohn-Bendit, t'as déjà essayé. Non, elle est dégueulasse cette blague, je suis désolé, elle pique un peu celle-là. Tu vois, sur France Inter, moi tu me mets Sonia Mabrouk, Léa Salamé, il se passe quelque chose, tu vois. Tu me mets Nicolas Demorand, Pascal Praud, je te dis pas que j'aime les individus, mais ça s'appellerait le service public. T'as de la nuance, t'as des gens différents, d'horizons différents, d'idées différentes. Et c'est plutôt l'étape vers laquelle j'irais. La privatisation, pour moi, c'est le faux-nez du néolibéralisme. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des politiciens qui prétendent tout régler en coupant dans les dépenses. Tu vois, voilà, l'hôpital, c'est de la merde, on va privatiser. Le service public à la télé, c'est de la merde, on va privatiser. Enfin, je trouve ça assez sidérant. C'est d'une facilité assez incroyable. On en a déjà parlé. Je prends certains messages dans le chat, les amis, hein. C'est important. Dites-moi, donnez-moi votre avis sur ces questions-là. Marcel The Rock qui dit ça réglera pas le problème des escrocs qui officient dans les médias. La question peut aussi se poser avec les régimes politiques. Flatipus, on garde quelques chaînes pour le sport et une chaîne info type AFP.
Bounias 75-63, la France est actuellement un régime euro-fascistoïde d'idéologie unique. Alors, là, t'as réglé le problème. ZLRNT, ils savent pas être efficaces dans une administration qu'ils souhaitent privatiser plutôt que reprendre la main. Babcom5, je suis venu sur le Discord si jamais il y a le temps. Alors, pour répondre à ZLRNT, c'est vrai, ils savent pas être efficaces dans une administration qu'ils souhaitent privatiser plutôt que de reprendre la main. C'est là où, en fait, après, c'est ma grille de lecture, les amis, aussi, sur ça, mais comment dire, je suis très mitigé, en fait, sur les gens qui, pour vous donner un exemple très simple, critiquent les cabinets de conseil, mais sont pour la privatisation. Les cabinets de conseil se sont installés en France. J'ai lu il n'y a pas longtemps un bouquin qui s'appelle Les Infiltrés, qui est vraiment passionnant, que je vous recommande, les amis, qui parle justement de l'infiltration des cabinets de conseil dans la politique française, dans les instances politiques. Il y a eu une vraie accélération des recours aux cabinets de conseil dans les années Sarkozy, donc à partir de 2007. Il y a eu une vraie accélération. Par exemple, la fameuse décision de Sarkozy de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2, ça lui a été soufflé par les cabinets de conseil. Quand on remonte l'arborescence politique, ça lui a été soufflé par des cabinets de conseil auxquels avait recours l'UMP à l'époque. Donc vous avez tout un pan de la politique qui a mis en œuvre des décisions depuis plus de 30 ans environ un peu moins de 30 ans. Vous avez tout un pan de la politique qui a poussé vers la privatisation. Parce que les cabinets de conseil, c'est pas compliqué, hein. Vous pouvez prendre n'importe quel cabinet de conseil. Quand il s'agit de conseiller un État pour le rendre plus efficient, plus efficace, le cabinet de conseil te dit la même chose. C'est facile, alors ça coûte très très cher, mais c'est tout le temps la même chose. Il faut réduire les masses, réduire la masse de travail, il faut réduire le nombre d'employés, en l'occurrence de fonctionnaires. Une fois que tu as réduit le nombre de fonctionnaires, tu te rends compte que tu n'es plus capable de faire le boulot. Et s'il y a une crise, tu es encore moins capable. Par exemple, le Covid-19. On a taillé dans l'hôpital public, une crise sanitaire survient, surprise, on n'est pas capable de gérer. Alors on va taper dans des casseroles comme des cons, mais on n'est pas capable de gérer. Étape numéro 3, comme tu as réduit dans tes effectifs et comme tu n'es pas capable de répondre à des urgences et que ça peut être gravissime si tu n'y réponds pas, quelle solution tu trouves? Tu privatises. Donc Sarkozy, Hollande, Macron peuvent se renvoyer la patate chaude. Il y a eu recours au cabinet de conseil sous tous ces présidents-là, y compris Hollande, et à chaque fois, l'objectif était le même. C'était d'aller vers la privatisation. Mais c'est pas nouveau. C'est une doctrine qui vient un peu du côté de l'Angleterre de Thatcher. La privatisation est l'objectif de nos pouvoirs occidentaux depuis près de 40 ans. Donc il n'y a pas de secret là-dedans. Il n'y a pas véritablement de secret. Mais ce que je trouve assez intéressant, du côté droit de l'échiquier, et pour le coup, on ne peut pas le reprocher par exemple à Reconquête ou le RN qui n'ont pas exercé le pouvoir, mais sur ce côté droit de l'échiquier, je trouve ça très intéressant de voir des gens des gens dont la famille politique a contribué à aller vers cette privatisation, vers ce recours au cabinet de conseil extrême, excessif, qui mène à la privatisation. Et aujourd'hui, de voir des gens qui te disent « mais la privatisation, c'est la solution ». En fait, si on prend un petit peu de recul, à mon avis, hein, là encore, c'est que ma grille de lecture, les amis, si on prend du recul sur la situation actuelle, quand on voit des gens... le côté RN, le côté Reconquête, machin, qui t'explique à la sauce Milley, à la sauce Trump, que couper dans les dépenses publiques, c'est la solution au problème, c'est la dernière étape du jeu vidéo, ce qu'ils proposent. Ça fait 40 ans que l'objectif est celui-là. On coupe dans les dépenses et à un moment donné, on va privatiser, parce que ton service public ne sera plus efficace. Donc, ce que j'ai du mal à comprendre, ce sont des gens qui, aujourd'hui, dénoncent le recours de la Macronie au cabinet de conseil, McKinsey, par exemple, des gens qui dénoncent ça et qui, dans le même temps, te disent il faut privatiser. En l'occurrence, on parlait du service public à la télévision. Mais ça va pas, parce que si on a eu recours au cabinet de conseil, c'est ce qui a entraîné à la fin la privatisation à outrance des services publics. Donc tu peux pas critiquer les cabinets de conseil qui ont recommandé ce que tu veux faire en privatisant aujourd'hui. Vous êtes dans le même camp, d'une certaine manière. Vous êtes dans le même camp. Et ça, c'est ce que je trouve assez dingue quand on dézoome un petit peu la situation. On en arrive à ce genre de grille de lecture qui est assez effrayant, quoi. Ishigo Bankai 38 qui dit « Il y a privatiser un truc utile et privatiser la télé, ça n'a rien à voir. » Moi, je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Je pense, en tout cas, je le mets dans la même grille de lecture pour expliquer un petit peu tout ça. La belle soirée. Ouais. Belle soirée à toi. Voilà. On privatise tout, pas de problème.
Ciao, à demain. On a Flatipus qui dit Marine Le Pen avait dit que réduire les fonctionnaires c'était un truc de droite, donc il suffit juste de privatiser les bons secteurs. ZLRNT plus 1 virons les ministres et cabinets, on ne prend que des McKinsey. À l'intérieur 34, casser les services publics volontairement, dégoûter les citoyens et dire que le privé serait mieux, et enfin vendre à bas prix et privatiser à ses petits copains. Complètement d'accord avec ça. DRNGR qui dit il y a un double problème, toujours plus de dépenses publiques et en même temps du service public qui est de plus en plus merdique. Il y a un souci d'organisation et d'utilisation de l'argent. Absolument, complètement d'accord avec toi. Sur la question de l'utilisation de l'argent, je pense que justement, c'est là qu'il y a un véritable problème. C'est qu'il y a une mafia publique organisée qui se gave sur le dos des Français. Mais la privatisation ne règle pas les choses. À mon avis, la privatisation ne règle pas les choses. Ça n'est pas parce que tu vas privatiser que tu vas avoir un service public de qualité qui va correspondre au prix que tu exiges. Pour moi, on n'a pas la certitude que ça puisse régler les choses derrière. D'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse généralement. Donc, je suis très mitigé sur ça. Si on accepte de regarder comment on se gave dans les échelons, effectivement dans les instances en bois comme l'ARCOM, dans les fameux comités Théodule dont on parle, des comités qui servent à rien, où il y a des salaires monstrueux pour rien branler, si on nettoie déjà tout ça, je pense qu'on y voit plus clair avant d'aller à la privatisation. Pour prendre une métaphore un peu plus simple, je trouve que la France a mal aux genoux et on préconise de couper au niveau de la cuisse. Je vous dis pas que ça va tout régler, je vous dis pas que ça va être le paradis derrière, mais voir quelqu'un qui a bossé à la Cour des comptes critiquer que il y a trop d'argent public qui est dilapidé à l'aveugle et qu'il n'y a pas de traçabilité sur l'argent qui est donné dans le service public et l'efficacité réelle, je parle de Sarah Knafo évidemment, je trouve ça hautement symbolique. Voir ces gens-là qui critiquent les dépenses excessives de l'État en France, c'est quand même... C'est le pompon, quoi. Je veux dire, c'est le serpent qui se mord la couille. Je suis bluffé, en fait, par la capacité de tout ce discours-là en France néolibéral qui est de dire l'État, c'est trop gros, l'État est trop gras, il faut le réduire à sa portion congrue parce que l'État dépense trop. Mais la majeure partie des gens qui vous disent ça ont fonctionné sur l'argent de l'État pendant des années, pour pas dire des décennies. Quand tu vois, par exemple, des gens comme Laurent Wauquiez qui te parlent de ça, tu dis, mais le type s'est engraissé sur de l'argent public toute sa vie. Il n'y a pas de cohérence. Sans cet argent dépensé à l'aveugle, ces gens-là ne seraient pas là. Et il y en a de partout. Alors pour le coup, c'est pas vraiment un discours de gauche de tout privatiser. C'est pas vraiment un discours de gauche. Les politiques y mènent, c'est le tournant de la rigueur, mais c'est pas vraiment un discours de gauche. Mais voir des gens à droite qui critiquent la dépense excessive de l'État alors qu'ils ont fait carrière grâce à ça, je suis toujours un peu ébobi, pour tout vous dire, je suis toujours un peu ébobi par la capacité de ces gens à prendre leurs électeurs pour des cons. C'est-à-dire quand tu vois Laurent Wauquiez, le roi des dîners en chèque en blanc, qui te dit que l'État dépense trop, c'est quand même extraordinaire. À l'intérieur 34, qui dit les retraites et le modèle social, c'est 800 milliards, croyez bien que les fonds et le privé à fin de tout ça. Complètement d'accord. Steph C qui dit les EHPAD, évidemment. Les EHPAD, par exemple, c'est, je trouve, un très bon exemple d'une privatisation qui a échoué. Alors, je ne vous dis pas que toute privatisation est néfaste en soi, mais aujourd'hui, après tout, si on revient au sujet de départ, qu'est le service public, les médias du service public, on revient au sujet de départ. Demain, il y a une privatisation du service public. On est d'accord. Qui va racheter ? Ça va être les mêmes. Ça va être du Bernard Arnault, ça va être du Xavier Niel, ça va être du Mathieu Pigasse, ça va être du Vincent Bolloré. En fait, on va permettre à ceux qui se gavent de manière privée, qui se gavent dans le privé, à se gaver encore un petit peu plus. Donc, la réalité, c'est que, ok, on va économiser de l'argent. On peut regarder combien coûtent les médias du service public en France. On va regarder le chiffre, pour savoir à peu près combien on va économiser. Voilà, on est à 4 milliards. Effectivement, c'est le chiffre qui circule, qu'on entend un petit peu de partout. 4 milliards d'euros pour 2025 selon le projet de loi de finances. Ce montant est une dotation de l'État votée par le Parlement et sert à financer l'ensemble de ces médias. Donc, on privatise ça. On économise 4 milliards. C'est plutôt bien. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? Si on réfléchit un petit peu, et je propose cette réflexion-là, dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord ou pas. On privatise, d'accord.
derrière, on va vendre aux mêmes. Parce que tu te doutes bien que ceux qui vont racheter les médias du service public, c'est pas moi et mon oncle, tu vois. On peut faire les fonds de tiroir, on n'aura pas grand-chose. Donc, on va avoir des milliardaires actionnaires dans les médias qui vont mettre la main sur certains pans d'un service public désossé. Ils vont mettre la main là-dessus. Bon. Alors, on a économisé 4 milliards. Si on fait positif, négatif, on a économisé 4 milliards. C'est super. Dans le négatif, on va avoir des milliardaires qui auront toujours plus de caisses de résonance pour faire leur propagande, parce que c'est le rôle d'un média, qu'il soit public ou privé, c'est faire la propagande d'une idéologie à minima, voire d'un candidat. Coucou Patrick Cohen. On va avoir des milliardaires toujours plus actifs dans les médias, qui vont continuer leur propagande, qui vont continuer à choisir les présidents. Ok ? Donc, on fait le bilan. Positif, négatif. On a des milliardaires toujours plus puissants, pour choisir les présidents, d'un côté, dans le négatif. Dans le positif, on a économisé 4 milliards. C'est très bien, je crache pas dessus, c'est une très belle économie. Bah, tu vois, Rémi président, alors ce qui n'arrivera jamais, alors il y a mon Bab comme 5 qui dit dans le chat, Rémi, il y a un aspect que tu négliges, je trouve, c'est le côté consommateur et celui qui paie, mais pas évident à expliquer sur le chat. Je peux le comprendre, c'est la notion de service public. Le français donne de l'argent, il attend un retour du service public. Ça passe par les médias. Je suis plutôt d'accord avec ça. Mais justement, Rémi président, ce que je vous propose, alors ce qui n'arrivera jamais, attention, pas de faux espoirs là-dessus, j'ai tenté qu'il y ait un espoir, avant d'aller vers la privatisation, qui ne fait que renforcer les milliardaires en vérité, c'est une décision qui est beaucoup trop à l'avantage des milliardaires. 4 milliards d'économies, c'est très bien, mais c'est bubule. En vérité, c'est bubule. On doit faire 40 milliards sur l'année prochaine. Donc c'est bubule, en fait. Si on privatise avant même de privatiser le service public, ce que j'aimerais vous proposer, moi, en tant que président de mon slip, ce que j'aimerais vous proposer, c'est plutôt d'assurer un service public digne de ce nom, avec toutes les idées qui sont respectées, toutes les sensibilités politiques, sans prendre en compte une proportionnalité de présence à l'antenne en fonction des résultats électoraux. C'est-à-dire que on prend les 10 partis dominants en France, ou 15, je ne sais pas, ils ont tous le même temps d'antenne. Sur une semaine, il y a des fenêtres politiques, tout le monde a le même temps. Donc tu vois les macronistes autant que l'équipe à Asselineau, à Philippot, à je sais pas qui, à La Salle, à qui tu veux. On voit tout le monde à égalité, mais pas sur la base des résultats électoraux. Et surtout, on crée un Arcom digne de ce nom qui ne surveille pas, l'omniprésence de telle ou telle idée, mais qui s'inquiète de l'absence de telle ou telle idée. C'est-à-dire que on fait du fact-checking en présence de complotistes. Obligation du débat contradictoire. Obligation, non pas de la neutralité, mais de l'exposition de toutes les idées. On veut déchirer Alain Soral, on l'invite sur le plateau, en présence de quelqu'un d'autre. En présence même d'un avocat, si vous voulez, pour vérifier la sincérité du débat. Mais obligation du débat contradictoire. Et donc, c'est là où, si vous voulez, je trouve qu'il y a un piège dans la privatisation du service public. C'est un piège qui est le faux nez du néolibéralisme, c'est de dire on fait ça pour le peuple. Mais pourquoi tous ceux qui prônent la privatisation du service public, des médias de service public, ne disent pas ce que je vous dis là? Si moi je suis capable de cette idée-là, c'est que franchement, tout le monde en est capable. Il y a quand même une étape intermédiaire entre le service public gangréné aujourd'hui par l'idéologie gauchiste, en gros, qui est au pouvoir sur France Inter et compagnie, et l'idéologie néolibérale d'une Sarah Knafo ou d'un Laurent Wauquiez, qui est de dire on privatise. Toujours pour servir les intérêts des milliardaires qui, de fait, vont continuer à choisir le gagnant du jeu. Donc ça n'a aucun intérêt. Pourquoi il n'y a pas d'étape intermédiaire où on dit, ben voilà, parce que le service public est devenu une officine gauchiste à la con, l'intermédiaire n'est pas la privatisation, parce que ça deviendrait une officine, non pas gauchiste, mais ça deviendrait l'officine idéologique du moment. C'est-à-dire que dès que les milliardaires ont décidé de mettre quelqu'un au pouvoir, ben ils ont tous les moyens. Il n'y a même pas le contre-pouvoir du service public, si tant est que ce soit un contre-pouvoir. Moi, on me parle de Reconquête comme désolé, autant je salue la position de Reconquête de critiquer le service public et de parler de privatisation. C'est pas pour m'acharner sur eux, c'est que dans le débat, ils sont quasiment les seuls à parler de la privatisation. Donc voilà, c'est pour parler d'eux. Pourquoi Reconquête ne dit pas ce que je vous dis là? Le combat, non pas pour la privatisation et la défense des intérêts des milliardaires, le combat pour
une exposition juste de toutes les idées, de toutes les idéologies, de toutes les couleurs politiques. Là, on serait dans quelque chose qui va en faveur du peuple. C'est-à-dire, on maintient les 4 milliards par an, mais par contre, tous les Français, en tout cas une très grande majorité de Français, est représenté dans les médias du service public. Tout le monde est représenté, à l'image de ce que faisait un Tadei à l'époque. Dans Ce soir ou jamais, c'était quand même des débats de fous. C'était des débats de tarés. Et donc, on se rappelle à l'évêque Dieudonné la séquence, il y a eu de tout. Il a eu Soral, il a eu Attali, il a eu Zemmour. C'était extraordinaire. Il y a eu le monsieur d'investigation, Michel Collomb, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est ce qui est piégeux chez Reconquête. Et j'insiste, et pas pour mettre un tir à Reconquête, ils sont les seuls à avoir le courage d'attaquer aussi frontalement les médias de service public. Donc, bien d'accord avec ça, bravo à eux. Je trouve que c'est mensonger parce qu'au fond, ce qu'ils défendent, c'est le néolibéralisme, la privatisation pour le néolibéralisme. Alors qu'il y a une étape intermédiaire avant ça, qui est la défense de la liberté d'expression. Donc, ma grille de lecture là-dessus, et chacun en pensera ce qu'il veut, quand vous entendez quelqu'un parler de privatisation des médias du service public, interrogez-le sur la nature du combat qu'il mène. Est-ce que c'est un combat contre une idée ou pour des idées ? Et l'équipe Reconquête, je les aime beaucoup, mais je les entends pas beaucoup parler de la liberté d'expression lorsqu'il s'agit de privatiser le service public. C'est juste pour faire taire ce qui se passe dans le service public. Mais le vrai combat serait de se battre pour toutes les idées et de dire on garde les 4 milliards, par contre on veut que les Français aient un retour sur investissement, si je veux dire. Quand tu allumes ta télé, t'as pas que des reportages pro-Israël, t'as pas que des reportages pro-gauche, pro-woke ou je sais pas quoi. T'as de tout. T'as véritablement de tout. Et c'est ce qui me plaît plutôt bien là-dessus. Donc voilà le développement que je voulais vous proposer, les amis, sur ça. Les copains, dites-moi ce que vous en pensez, évidemment. Il y a à l'intérieur 34 qui dit ceux qui veulent réduire les budgets. L'estimation de la carrière de Bayrou, c'est 11 millions d'euros d'argent public. Vauquier, c'est 3 millions. Mandat retraite des Fréments. Geekophile TV, bon, moi je me tire comme bon raciste fasciste. Je privilégie l'argent au rapport humain et je vais aller faire du fric sur le Nasdaq. Ça, c'est du factuel. Alors, tu réponds à moi, Geekophile TV? Je sais pas si tu réponds à d'autres gens, j'ai pas compris. Je sais pas si c'est de l'ironie ou pas ce que tu dis. Cook54, parenthèse Rémi, c'est ce que j'ai apprécié quand tu es allé chez Idriss. Alors comment ça? Par rapport à quoi, camarade? Hervéro, repasse l'extrait de Mélenchon que tu as liké, Rémi, STP. Ça fait des années qu'on le sait, le problème c'est la concentration. Alors attends, quel extrait que j'ai liké, camarade? Si tu peux me le renvoyer, parce que là, j'avoue, je sais pas. Ah oui, apparemment, il se frite avec quelqu'un d'autre. Ouais. Cure le cul qui nous dit oui, tout ça c'est bien, mais il n'y a pas que les médias qui sont à revoir. Tout le système est à revoir. Tu parles comme si l'État travaillait pour les intérêts du peuple. Oui, alors après, bon, camarade, on fait ce qu'on peut, étape par étape, hein, comme on dit sur le Tour de France, mais oui, in fine, je suis d'accord avec toi. À l'intérieur 34, privatiser, ok, sauf que les actifs du télévisuel français, c'est pas 4 milliards, c'est comme l'Hippodrome ou la Française des Jeux. Vision court-termiste. Baldacat, non Rémi, ils se sont un peu frités dans le chat, ok, pas de problème. Marcel Zorok, Ramos est un phénomène, voilà ce que j'en pense, je suis bien d'accord avec ça. On parlera top 14 demain, on parlera parce que vraiment Thomas Ramos a été incroyable avec Toulouse, bravo le stade. ZLRNT, la télé publique c'est aussi du documentaire, des jeux TV, etc. C'est pas uniquement quelques pompes à vélo qui permettent l'utilisation de leur poste, mais c'est ça en fait. Mais merci à ZLRNT qui me donne une bille incroyable pour essayer de démonter, je trouve, l'escroquerie en fait de la privatisation des politiciens qui proposent la privatisation des médias. C'est une escroquerie à plein de niveaux, et notamment, rappelez-vous, sur le fait que quand C8 a été fermé par l'Arcom, c'est Macron qui leur en voulait, mon Dieu, atteinte à la liberté d'expression. Rappelez-vous, il y a beaucoup de pro-Bolloré ou pro-Hanouna, vous mettez les pros que vous voulez, beaucoup de gens qui ont soutenu Hanouna contre l'Arcom. Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est un scandale parce que ça va mettre du monde au chômage. C'est marrant parce que quand Sarah Knafo elle propose la privatisation du service public, il y a personne qui vient faire chialer dans les chaumières en disant mais combien de gens vont être mis au chômage avec cette décision? Parmi les producteurs, les techniciens, les placeurs de public, je sais pas, les assistants, les assistantes, les costumiers, les maquilleurs. Pourquoi il n'y a personne qui vient chialer? La création du chômage, c'est grave quand il s'agit de C8. Par contre, quand c'est le service public, tout le monde s'en branle. Mais la réalité derrière, c'est la même. Il y a une paupérisation de ces gens-là qui vont perdre du boulot.
qui vont perdre leur boulot. Donc, on voit bien qu'on est dans la manipulation, en vérité, des arguments, la manipulation des idées. Et il y a une différence à faire. Je vois dans le chat, effectivement, on parle de Nagui. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps sur Juste Milieu concernant les producteurs qui s'en mettent plein les fouilles avec le service public. Mais ce sont deux choses différentes. C'est comme si on comparait Hanouna à sa coiffeuse. Alors, il n'a pas oublié de l'inviter au moment de la fermeture de C8 pour faire chialer. Évidemment, il a invité sa coiffeuse en disant « Mon Dieu, la pauvre, qu'est-ce qu'elle va devenir ?» Surtout, aller la voir sur un trottoir parce qu'elle aura plus de pognon. En fait, il y a une différence entre Hanouna et la coiffeuse. C'est le salaire. Ils n'ont pas le même salaire. Donc, ils n'ont pas les mêmes conséquences derrière. Et c'est pour ça que cette histoire de privatisation du service public, je prends pas mal de temps, les amis, pour réfléchir avec vous là-dessus, parce que je trouve qu'il y a une manipulation des idées, où on prend les gens pour des cons, et à titre individuel, je ne suis absolument pas pour la privatisation des médias, parce que, pour résumer tout ce que je vous ai dit, la première raison, c'est que c'est un néolibéralisme qui ne s'assume pas, et ce sont toujours les mêmes qui vont en profiter. La deuxième raison, c'est que si on accuse le service public de défendre des idéologies, et de faire la propagande du système en place avec les milliardaires, ça ne va pas changer grand-chose. Et la troisième, c'est que je pense qu'il y a une étape intermédiaire et que si tous les gens qui militent pour la privatisation du service public le faisaient au nom de la liberté d'expression, ça se saurait. Et la plupart du temps, on n'entend pas. C'est juste, on va économiser 4 milliards. En fait, on va faire le jeu des milliardaires. On ne va surtout pas se battre pour la liberté d'expression, alors que c'est le sujet numéro 1. Et bizarrement, Sarah Knafo ne milite pas pour qu'il y ait un service public ouvert à toutes les idées, y compris aux idées qui ne sont pas les siennes. Donc c'est toujours un jeu d'idéologie dominante, et on retrouve en fait ce que Gramsci avait théorisé dans les années 30, ce concept d'hégémonie culturelle, où le combat est un combat pour la guerre qui est faite au cerveau. Et tout ce que je peux vous dire en bon juste milieu, c'est que n'oubliez pas que tout le monde veut gagner votre cerveau. C'est très important, y compris moi. J'insiste à chaque fois là-dessus. Quand je vous fais ce genre de grand raisonnement, les amis, c'est pas pour vous dire « moi je suis parfait, j'ai tout compris ». Juste milieu, si j'ai pas d'audience, c'est un mec tout seul devant sa caméra. Donc moi aussi, j'ai besoin de votre cerveau, j'ai besoin de votre attention. Mais ce que j'essaie de faire quand vous me donnez votre attention, c'est d'essayer d'apporter du positif, de la nuance, du débat, et de pas vous prendre pour des cons en défendant une idéologie tout en vous disant « je ne défends pas d'idéologie ». C'est un débat pour l'attention, c'est un combat pour l'attention, pardon. Et ce que fait Knafo, il n'y a pas de problème, et elle a le droit. C'est juste une question d'hégémonie culturelle, c'est la guerre pour les cerveaux. Tout le monde est dans son rôle, tout le monde prend les gens pour des cons. Je prends par exemple l'exemple, vous savez à quel point je ne peux pas le blairer, parce que dans la catégorie « je prends les gens pour des cons », c'est un champion du monde. Je prends l'exemple de Éric Tegner. Éric Tegner, le directeur de Frontières, qui nous a écrit aujourd'hui, en réaction à l'affaire Patrick Cohen, je vous le lis parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, il a écrit « Ils mentent, ils salissent, ils crucifient, mais ne sont jamais jugés. Vivement le grand plan social de France TV et Radio France, qu'ils mettent la main à la poche, la leur, fassent des cagnottes avec de l'argent privé et créent leurs propres médias indépendants. » Donc Éric Tegner fait un joli parallèle en expliquant que faut faire comme Frontières, de créer des cagnottes et d'être un média indépendant. Frontières n'est pas un média indépendant, il est détenu à 20% par un député français qui s'appelle Géraud Verny, qui est un député ciotiste affilié RN. Éric Tegner est un menteur, est officiellement un menteur. Ces gens-là jouent à l'indépendance, et c'est le piège numéro 1 en vue de 2027. Et je pense qu'il va falloir être très méfiant là-dessus, les amis, et Frontières en est l'exemple numéro 1, tout comme, pour boucler la boucle, les médias de gauche comme Libération et d'autres se targuent d'être anti-système, se targuent d'être opposés au pouvoir en place, sauf que Libération, c'est plusieurs millions d'euros de subventions publiques. Donc, au fond, les amis, comme disait Marx, l'histoire se répète 2 fois. La première fois, c'est un drame, la deuxième fois, c'est une farce. Frontières, c'est la farce du reste. Le système fonctionne grâce à des médias qui ne sont évidemment pas indépendants, sinon on n'en serait pas là. Et ont critiqué les médias gauchistes de défendre leurs idées de merde en étant financés par le pouvoir ou par des milliardaires qui ne disent pas leur nom. On pense à Mathieu Pigasse. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux du côté de droite, extrême droite. C'est une hégémonie culturelle qui est disputée, qui est au centre du jeu. Et Éric Tegner prend officiellement, je pense, ses abonnés, ses lecteurs pour des imbéciles. Et libre à chacun. Et voilà, c'est mon avis là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu de réponse à mes posts, c'est marrant. J'ai jamais eu de réponse sur Juste Milieu. Alors moi, je suis un petit truc,
Moi, je joue au Lego, comme dirait avec Chico 7, que je salue, que j'embrasse, évidemment. Il a dit, je peux pas discuter avec lui parce que je joue au Lego. Alors, moi, je peux pas discuter avec personne. Apparemment, on me répond jamais. Peut-être, évidemment, j'ai pas assez d'abonnés. Moi, je suis petit, hein, y a pas de... Je suis un petit gros, finalement. Je suis un petit gros. Ça me va bien. C'est l'image de Juste Milieu, je suis un petit gros. Avec 400 000 abonnés sur YouTube, je me dis quand même... Un concours de zizi, au moins on voit mes poils. Bon, je suis un petit gros. En fait, c'est l'histoire de ma vie, je suis un petit gros, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est vrai que c'est marrant, hein, Éric Tegner, il a répondu à des gens, à plein de gens, il répond à plein de gens. Moi, j'ai jamais eu de réponse, ni de lui, ni de quelqu'un de son équipe. J'essaie de le taguer, hein, tu sais, pour parler un peu de ces accusations d'harcèlement et d'agression sexuelle. Oui, parce que toute la journée, il répète, ouais, c'est les Arabes. Bah, pas que. pas que. Hein, c'est comme Morandini qui se plaint que la justice ne fait pas son travail. Heureusement, camarade, parce que sinon tu serais derrière les barreaux et pas ceux que tu préfères. Donc c'est pour ça, moi j'ai pas de réponse. Pas de réponse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme Christine Kelly, elle répond à plein de gens. Sarah Knafo, elle répond à plein de gens. Je l'ai vu répondre à des comptes qui ont moins d'abonnés que moi. Bah, apparemment, je suis pas assez. Donc je suis un petit gros. Tout le monde s'en fout, personne veut me parler, donc c'est pas grave. Donc c'est pour ça, tout ce que je dis sur Juste Milieu, les amis, sachez que c'est dans l'attente d'un débat. Hein. Moi, je suis ouvert au débat, je suis ouvert à la discussion. J'ai essayé de faire avec Chico 7, bon, ça, c'est pas fait. Parce que je suis trop con, apparemment. Je suis trop con, je peux pas comprendre. Bon, moi, il a eu raison sur ce point-là, c'est que je suis trop con, ça, c'est vrai. Non, mais petite passe d'armes avec Alexis Cossette qui m'a dit, j'ai pas le niveau. Pas le niveau pour discuter avec lui. Et pour pouvoir discuter avec lui, il faut que je regarde ses propres vidéos. Voilà, pour être au niveau. Donc... Mais le pire, c'est que je pense qu'il a raison. En vrai, je pense qu'il a raison. Il regarde la politique américaine depuis 10 ans et j'ai jamais eu la prétention d'être au niveau. C'est pas le sujet. C'est juste que moi, j'ai des questions, j'aimerais bien avoir des réponses, c'est tout. Et qu'il y a des choses que je comprends pas. Cette notion de plan, le plan le plus secret du monde, qui est accessible à un fermier dans le Tarn, moi, je comprends pas. L'affaire Palantir, 10 milliards de dollars donnés à raison d'1 milliard par an sur 10 ans, par le pouvoir américain, pour espionner notamment les Américains, moi je comprends pas. C'est juste ça. J'aimerais poser des questions. Et apparemment, non. Apparemment, j'ai pas le niveau. Donc, je le redis, hein, c'est pas faux. Hein, c'est pas faux non plus. Hein. Mais bon, tu vois, pour parler à quelqu'un, est-ce qu'il faut avoir le même niveau? Dans ce cas-là, c'est pas un débat. C'est une discussion entre collègues. Ça n'a aucun intérêt. Tu vois. Donc, bon... Voilà, moi je vais me contenter. J'ai eu des débats avec Clément Beaune et Jérôme Marty, putain. Oh la thune, quand je refais la carrière quand même. Quel échec. Non mais après, pour revenir avec Psycho7, parce que je sais que certains d'entre vous le suivent les amis, il n'y a pas d'animosité de mon côté, il y a eu quelques échanges de politesse sur Twitter, et c'est pas grave. Et vraiment c'est pas grave, je suis pas dans l'animosité. Il y a eu des petits échanges de politesse, voilà, de l'ironie. Alors, je me suis pris des pro-Trump dans le museau parce que, à un moment donné, j'ai mis un message en disant cher Alexis, en fait, vous vous adressez, je mets un truc du genre, vous vous adressez à ceux qui gobent vos web-journaux, parce qu'il fait des web-journaux, c'est le nom de son format d'émission, à ceux qui gobent vos web-journaux et les autres qui regardent pas et tout. Et il y a j'ai des pro-Trump français qui n'ont pas aimé. Enfin, en tout cas, des gens de la communauté qui suivent Alexis Cossette, qui n'ont pas aimé, qui m'ont dit ouais, t'as utilisé le mot gober. Alors moi, c'était une référence à la pilule, vu qu'il y a pilule rouge, pilule noire. C'est une pharmacie, hein, le QAnon. Hein. J'ai dit, mais en fait, c'est par rapport à ça. C'est pilule, gober, c'est une sorte de blague, parce que je suis humoriste. Et effectivement, Alexis Cossette a rappelé qu'il n'avait pas parlé avec moi, parce que je suis humoriste. Donc voilà. Mais il y a des gens qui, bon, étaient pas d'accord avec moi. Ils ont dit, t'as utilisé le mot gober, tu nous prends pour des cons, salope. Il y en a un, il m'a dit le fait d'utiliser le verbe gober l'autorise à me qualifier de salope. Ça va vite, hein, ça va vite. C'est la magie de l'internet. Donc, donc je savais pas. On est passé d'un truc à l'autre. Bon, c'est pas grave. Mais évidemment, ça n'a rien à voir. C'est des gens qui suivent avec Psycho7, c'est pas de sa faute à lui. On n'est pas responsable de ce que disent les gens des communautés respectives. On s'en fout. Et c'est pas grave. C'est pas grave, effectivement. Moi, je commence à me dire, en fait, je suis naïf dans cette affaire. C'est vrai que bon, j'ai voulu faire des blagues sur scène, je suis humoriste, les gens parlent pas avec moi. Bon, ils parlent pas avec moi, qu'est-ce que je te dis, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et que tout le monde s'en porte mieux, ça ira très bien. Donc, les amis,
Les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, on va se quitter comme ça les copains, parce que vous le savez, en ce moment, vote de confiance à l'Assemblée nationale, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais je vais pas vous tenir en haleine à rajouter un live parmi les 250 lives qu'il y a. Chez Juste Milieu, vous le savez, depuis mon retour de vacances, on est là pour la bonne humeur, j'ai envie de vous faire rire, j'ai envie de vous faire passer des bons moments, on garde une analyse de l'actualité, mais qu'une analyse à la sauce Juste Milieu. Voilà, on se marre. Oui, je suis un clown. J'essaie d'être un sérieux clown ou un clown sérieux. C'est la façon de faire. Et puis, je comprends, ça peut plaire, ça peut pas plaire. Il n'y a pas de problème. Chacun est dans la communauté qu'il veut. Et puis, ça peut se croiser, ça peut pas se croiser. Est-ce qu'on peut faire des blagues et être sérieux? Oui, non, chacun aura son avis. Mais moi, j'ai commencé un peu à me prendre au sérieux, tu vois. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai déjà fait un peu ces petites réflexions là-dessus. J'ai commencé à me prendre au sérieux là, ces derniers mois, à vouloir que mes analyses soient plus sérieuses, plus machin, plus bidule, d'avoir raison, de machin. Et il y a quelqu'un à qui je tiens beaucoup, qui m'a écrit, qui m'a dit « Fais gaffe à ça, t'es en train de changer un peu ta ligne. » Et je crois qu'il a raison. Je lui fais un bisou à Chris, il se reconnaîtra s'il regarde l'émission. Ça m'a pas mal fait réfléchir. Et effectivement, j'ai envie de revenir à la base de ce pourquoi on est tous là, les amis. C'est que oui, on peut parler d'actualité en se marrant. Oui, on peut avoir des réflexions sérieuses en rigolant. Oui, on peut réfléchir avec le sourire aux lèvres. Et je veux revenir à ça. Je veux revenir à ça, les copains. Donc, comptez pas sur moi pour faire du commentaire sur le commentaire sur le commentaire. Comptez pas sur moi pour jouer avec votre peur et vous garder captif de Juste Milieu en vous faisant peur. On va parler de sujets sérieux, on va parler de sujets pas drôles, mais dans la mesure du possible, on fera des vannes. On fera des vannes et on va se marrer parce que c'est ce que j'aime faire le mieux et que oui, c'est vrai. Pour revenir sur l'affaire Alexis Cossette et peut-être d'autres, l'affaire qui est pas grave et je lui envoie mes amitiés, c'est très bien comme ça. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a raison. Je suis pas au niveau, c'est pas ma place de faire du débat, et ben c'est pas grave. Je parlerai de tous ces sujets-là de mon côté, voilà, à ma grande table du Juste Bistrot, à ma grande table de Juste Milieu. On parlera de tout ça. Je vais m'interdire de parler d'aucun sujet en ne jouant pas un rôle que je n'ai pas, en ne me donnant pas des compétences que je n'ai pas, mais de parler de tout ça sérieusement, de travailler sérieusement et d'essayer de vous faire des vannes, d'essayer de vous faire marrer, parce qu'on peut parler de tout ça avec un peu de légèreté, et parce que je pense que c'est le mieux pour affronter tout ce qui arrive. Donc voilà les copains, ce que je pouvais vous dire. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va se retrouver demain. Alors demain, je pense que ça va vous plaire. On va parler d'Ursula von der Leyen. Je vous en dis pas plus. J'ai une petite vidéo historique sur Ursula von der Leyen. Je pense que ça va vous plaire. On se retrouve demain 16h45. Il y aura de la farce tranquille mercredi, du Juste Bistrot mercredi, évidemment. Et à partir de jeudi, direction le Nérac. Les copains, vous le savez, je remets la billetterie dans le chat. Je remets, elle est en dessous de la vidéo si vous regardez l'émission en replay, les copains. 12 septembre 2025 à 20h30 à l'espace multiculturel du Nérac, entre Aurillac et Rodez, les amis. Le retour du spectacle Zinzin. On va se régaler. Il reste encore quelques places pour le restaurant après le spectacle pour passer un moment tous ensemble. Et rendez-vous à 20h. Il y a une première partie avec l'orchestre du Nérac. Musique traditionnelle, j'adore ça. On va passer une soirée de fou. Prenez les places. On arrive sur les dernières places pour cette date, les copains. Donc, c'est que du bonheur. Je vous embrasse, les amis. Merci d'avoir été là. Passez une excellente soirée, comme toujours, vous le savez. Et surtout, vive la rigolade plus que jamais et vive la France. Je vous embrasse, je vous aime. À demain. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. C'est la connexion de Nelrickson des crimes. Allez, levez vos déions, mais si porc et criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit.